Voilà. Ouais, on en était là en fait. On avait rempli ce tableau, d'accord? On avait rempli ce tableau, ok? Vous l'avez vu qu'on l'avait rempli. Bon, on peut faire deux choses. Comment ça se passe les TD en informatique, en Excel? Ça sert à quelque chose ou pas? C'est utile? Très bien. Vous voulez qu'on fasse ça en Excel? Parce que le tableau, on l'a pas, comme là je ne l'ai pas recopié, vous voulez qu'on le refasse en Excel? Que je vous montre quelques manipulations Excel. Est-ce que c'est utile ou pas? J'ai un fichier pour ça, donc on peut essayer de le faire. Vous voyez, il y avait ce tableau. La dernière fois, on avait terminé, on avait complété totalement ce tableau. Donc, ce que je vous propose, c'est de le recalculer en réexpliquant un peu, mais sur Excel. D'accord? J'ai vu ce matin que j'avais préparé mes données sur Excel comme ça. OK? Ça répond aux questions qu'on a. Hein. Donc, vous vous rappelez que la première chose qu'on a fait par rapport à cet exercice, c'est que sur la première ligne, on a mis le bas 100 année précédente. Et comment on a fait ça pour mettre le bas 100 année précédente? Vous m'entendez là, ça va? On a fait comment? On a juste pris le taux de croissance annuel. Donc la première année, il y avait une baisse, me semble-t-il, de moins 3,14%. Et puis, bah, du coup, ça veut dire que la première année, si c'était 100 en 2008, ça passe à 96,8. L'année d'après, il y a une augmentation de 1,72%. Donc, si c'était 100 en 2009, ça passe en 2010 à 101,72. C'était la première ligne qui est bas 100 année précédente. D'accord? Vous avez compris comment on a calculé ça? C'est simplement les données de l'exercice. J'aurais pu faire une ligne supplémentaire en indiquant les taux de croissance, mais c'est comme ça qu'on a reconstitué ça. Donc, je les ai écrits à la main. Ensuite, là, on nous demande de calculer l'indice bas 100 année, non pas année précédente, mais bas 100 année 2008. Donc, ce qu'il faut faire sur cette ligne-là, c'est simplement cumuler des indices. Cumuler des indices. Vous voyez que subtilement ici, j'ai mis 100 pour bien indiquer ce que je n'avais pas fait au-dessus, pour bien indiquer que c'est 100 en 2008. D'accord? Et ça ne va pas bouger. Donc, comment on va faire? Il faut rentrer une formule. Pour rentrer une formule, vous allez dans la case, vous mettez égal, donc ça inscrit égal, d'accord? Et c'est quoi? Alors, évidemment, je voudrais faire une formule qui soit recopiable sur toute la ligne. Comment je dois calculer ça? Ben, en fait, ce qui va être là, c'est quoi? C'est l'indice précédent, 100, multiplié par quoi? Multiplié par ce qu'il y a au-dessus, puisque ça a augmenté ça a plutôt baissé de moins 3,14%. D'accord? Et ensuite, bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que je le divise par 100. Vous voyez que, en faisant cette formule, évidemment là c'est un peu trivial, on va trouver 87,86, on est d'accord? Puisque c'est bas 100 année précédente, c'est la première année. Mais ce que j'ai bien fait, c'est que j'ai pris la case qui était immédiatement à gauche, d'accord? Qui était immédiatement à gauche, et puis je l'ai multiplié par celle qui est au-dessus. Du coup, quand je vais recopier cette formule sur toute la ligne, vous voyez que ça va tout le temps appliquer le même principe. Et en appliquant ce principe, ça va me permettre de calculer sur toute la longueur. Regardez, d'accord, cette cellule B7 fois C6 multiplié par 100, si je la mets là, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à D7 fois... D7, elle va être égale à C7, d'accord? Donc C7, c'est précisément ce qu'on vient de calculer. Multiplié par quoi? Multiplié par 101,72, le tout divisé par 100. Donc c'est exactement ce qu'on veut calculer. Donc du coup, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de dollars. D'accord? Hop. Si je fais ça, bah, vous voyez, à chaque fois, ça a appliqué la même chose. Là, ça fait celui qui a été calculé précédemment, F7, qui est là, multiplié par G6, qui est 100,21, parce que ça va augmenter de 21%, et on obtient ce résultat-là. D'accord? Donc, là, j'ai fait une formule un peu compliquée, parce que vous voyez qu'elle a impliqué des choses sur plusieurs lignes, et puis en décalé des colonnes, mais ça a bien fonctionné. Maintenant, si je veux faire ça, bas 100, année 2010. Je crois que c'est la question qu'on nous pose après. Peut-être c'est bas 100, année 2012, je ne sais plus ce qu'on nous pose, c'est la question. D'accord? Donc, comment on fait? Pour comprendre un indice, ça ne sert à rien d'aller regarder des formules et dire, tiens, on va apprendre des formules. Il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque ça vaut 100 en 2008, ça vaut 98,52599 en 2010. Et nous, ce qu'on veut, c'est
tout calculer en base 100 année 2010. C'est-à-dire le 100 qui est en 2008, le déplacer en 2010. Évidemment, pour faire ça, c'est comme si vous aviez en fait sur la ligne base 100 année 2008 le PIB lui-même. Simplement, il est multiplié, il est mesuré en unité base 100 2008. Donc la formule à rentrer ici ou partout, d'accord? C'est quoi cette formule? C'est juste prendre la valeur de l'indice en B, le diviser par la valeur de l'indice en 2010. OK? Et vous voyez que quand je fais cette opération, ça va me faire 100 divisé par 98, ça a baissé, hein, d'accord? Donc ça a baissé. Évidemment, il faut que je le multiplie par 100. Et si je veux recopier cette formule et l'appliquer sur toute la ligne, il faut que je mette un dollar quelque part. Il faut que je mette un dollar. Vous voyez, à chaque fois, je vais prendre la case qui est au-dessus et je vais la diviser par la valeur en 2010. C'est simplement une proportionnalité cette fois par rapport à 2010. Donc il faut que je le mette où le dollar ici? Tout à fait. Entre le D et le 7, ce que je veux, c'est que quand je fais ce calcul, le dollar, il fige la ligne ou la colonne qui suit le dollar. Donc ça veut dire que quand je vais recopier la formule, d'accord, le 7 ne va pas bouger. Et c'est exactement ce que je veux faire, puisque je veux tout exprimer en base 100 2010. Donc je fais ça, bon, ok, et si je fais ça, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Donc quand on fait une erreur, il faut comprendre l'erreur. On a eu un problème. Donc on a fait B7, d'accord, divisé par D7 multiplié par 100. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On a bien fait B7, d'accord, divisé par D7, le tout multiplié par 100. OK. On vérifie les formules qui suivent, hein, parce que là, bon, B7, on regarde celle-là. Celle-là, on a bien fait C7 divisé par E7. Ah bah oui. Pourquoi? Parce que quand vous m'avez dit il faut mettre le dollar devant le 7, je vous ai écouté en pensant que la vérité sort toujours de la bouche des étudiants, et en fait, c'était pas vrai. Donc on s'est trompé. C'était pas le 7 qu'il fallait figer, c'était la colonne, d'accord? Donc le dollar, il fallait pas le mettre devant le 7, il fallait le mettre devant le E, d'accord? Donc tout s'explique. Enfin, tout s'explique. C'est pas devant le E, hein, c'est devant le D, d'accord? Donc le dollar, il faut le mettre là, ok? Donc bien sûr, comme je me suis trompé, Excel est bien fait. Vous voyez, on retombe quand même parce que ça fait un calcul stupide avec des cases vides. Donc ça nous met une division par 0 pour nous montrer que c'était pas capable de calculer. Donc j'ai pas été assez attentif et je me suis trompé. Donc c'est pas grave. Ok. Je refais et cette fois ça marche bien. Et la meilleure preuve que ça marche bien, c'est quoi cette case? C'est un peu stupide. C'est la base 100 année 2010. Donc évidemment que en 2010 ça fige à 100, d'accord? Puisque en 2010, ce que je fais, c'est D7 divisé par D7. Donc ça fait multiplié par 100. Donc ça fait 100,00, ok? Année 2012, même calcul, mais cette fois, évidemment, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je prenne l'année 2012 comme étant la référence. Vous voyez que le calcul, je peux le faire en utilisant l'une ou l'autre des deux lignes. D'accord? Quand je fais mon changement de base, je pourrais le faire à partir de 2008, je peux le faire aussi à partir de 2010, ça donnera exactement le même résultat. Donc on fait ce qu'on veut, ok? Bon, ça ne change strictement rien. On peut très bien, ce qui compte, c'est d'avoir un 100 qui soit là. Donc on peut très bien utiliser cette ligne-là, au-dessus, en divisant tout par 100,53, ou on peut utiliser celle-ci en dessous, en divisant tout par 102,04. Et ça ne changera strictement rien. Strictement rien. Donc, je vous propose, on n'a qu'à utiliser celle qui est au-dessus, puisque on peut utiliser celle qui est au-dessus. C'est B8 divisé par quoi? Divisé par F8, ok? Et ce que je veux figer, bien sûr, c'est toujours le F, ok? Donc je le multiplie par quoi? Je le multiplie par 100. Et j'obtiens ça. D'accord? Et ça, je peux le copier-coller.
Donc pour le copier-coller, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V, soit vous cliquez droit et puis vous montrez la zone et puis vous faites coller en recliquant droit, coller la formule. D'accord? Attention sur Excel, quand on vous demande de coller, vous pouvez soit coller la formule, soit vous pouvez coller numérique. Je dis ça pour montrer, pour vous dire, regardez par exemple ici, vous voyez, en fait c'est des formules qui apparaissent, et du coup, vous voyez dans la case ici, c'est un format formule. Le problème, c'est que si vous prenez ce tableau maintenant et que vous le recopiez ailleurs, il va recopier les formules ailleurs et ça va rien vouloir dire. On est d'accord? Donc, il est en général assez intéressant, une fois que vous avez fini le tableau, de le transformer pour qu'il soit complètement numérique. D'accord? Et qu'il n'ait plus les formules. Parce que si je prends ce tableau et que je le recopie sur une autre feuille, eh ben, il va pas comprendre parce qu'il va évidemment reprendre les cases qui sont au-dessus, etc. Et donc ça va pas fonctionner. Donc pour faire ça, d'accord, vous pouvez faire ça, je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez, en fait, si vous prenez toute cette zone-là, bon, après oui, non, je vais d'abord faire le dernier. Oui. Non, je vais le faire maintenant parce que j'ai dit que je le ferai. D'accord? Vous prenez toute cette zone-là, ok? Et vous voulez la transformer, tout ça, c'est des formules qu'on vient d'introduire. On les a fait construire comme des formules. Bah, vous pouvez le copier, j'ai cliqué droit, d'accord? Et vous pouvez le recoller au même endroit, d'accord? Vous voyez? Donc, mais là, je vais mettre, vous voyez, si je fais ça, 1, 2, 3, ça va coller les nombres, les chiffres, et ça ne va pas coller les formules. Donc ça transforme les formules en chiffres. C'est ce que je fais, comme ça je me débarrasse des formules. Et effectivement, maintenant quand vous allez dans les cases, vous voyez que dans les cases, vous n'avez plus les formules. Vous avez juste les chiffres. Ok? Donc j'ai fait quoi? J'ai fait copier, collage spécial, 1, 2, 3 pour dire ce que je veux c'est les chiffres et c'est pas les formules. Bon, j'ai pas terminé. Dans l'une question après, on nous dit déterminer le PIB en 2010 valait 1936 milliards d'euros. Combien vaut le PIB dans toutes les autres années? Bah, c'est à ça que ça sert de faire un indice. Un indice, ça correspond à ça. Enfin, ça sert à faire ça. Vous voyez que 1936, c'est 1936 milliards d'euros en 2010, et ça correspond à 100. Donc comment va-t-on reconstituer les PIB sur toutes les autres lignes? Bah, précisément en utilisant l'indice qui n'est rien d'autre qu'un coefficient multiplicateur divisé par 100, multiplié par 100, d'accord? Donc là, vous voyez, ça vaut 100 en 2010, et ben si je multiplie par 1,0203, j'aurai en 2011. Si je multiplie par 1,0204, enfin 0,204, etc. Donc il faut que je rentre une formule. Et vous voyez, cette formule, c'est simplement ici. OK, la formule, c'est je prends la case des 10, je la multiplie par l'indice qui correspond à la base 100 2010, puisque c'est bien la valeur en 2010 que j'ai. Je divise par 100 pour que cet indice soit bien, un coefficient multiplicateur, d'accord, pour qu'il soit, ça fasse bien 1936 multiplié par quelque chose qui est proche de 1 et pas 100. Et puis, pour que je puisse recopier cette formule, il faut que je rajoute un dollar. Je rajoute le dollar devant le D, d'accord, pour figer. Je rajoute le dollar devant le D pour figer le D, parce que c'est le D que je ne veux pas modifier, puisque c'est lui qui va me servir tout le temps de référence, 1936 milliards. D'accord? Je clique, je rentre. Ça me donne ce résultat-là. Et je peux faire, évidemment, cette formule. Je peux la recopier. D'accord? Alors, bien sûr, il ne faut pas que je la recopie partout en même temps, parce que si je la recopie à côté, là, sur 1936, il ne va pas comprendre l'ordinateur. Puisque dans la formule, il y a précisément la case 1936. Donc, je fais attention de ne pas la recopier en une seule fois, sinon ça ne va pas marcher. Je la recopie en 2 morceaux, avant et après. D'accord ? Et donc voilà, on a réussi à reconstituer le PIB, y compris en 2008. OK ? Dernière question, on nous demande quel est le taux de variation annuel moyen de 2008 à 2013. Donc, le taux de variation annuelle moyen, c'est celui qui serait obtenu, on va le faire après, c'est celui qui serait obtenu en combinant toutes les évolutions.
Donc vous voyez, la première année, ça a baissé de 3,14%. La deuxième année, ça a augmenté de 1,72%. L'année suivante, ça a augmenté de 2,03%. L'année d'après, ça a augmenté de 0,1%. Et la dernière année, ça a augmenté de 0,21%. D'accord? C'est ça, hein? Bon. C'était 0,01%. Donc, ce que l'on veut regarder, c'est en gros sur cette période de combien ça a augmenté. Bah, en fait, de combien ça a augmenté au total, c'est indiqué là. Si vous regardez base 100 année 2008, vous voyez qu'au total, si je cumule l'augmentation, de combien ça a augmenté en cumulé, en pourcentage, quel est le taux de variation cumulé ici, sur ce tableau, entre 2008 et 2013? Vous pouvez le lire sur le tableau directement. Quel est le taux de variation cumulé entre 2008 et 2013? Oui? 0,74%, d'accord, pour être bien précis. Vous avez tout à fait raison, puisque vous voyez que sur la deuxième ligne figure l'indice cumulé base 100 2008. Donc c'est le coefficient multiplicateur. C'était à 1 en 2008, et comme l'a dit votre camarade, c'est à 1,0074, ou 75, parce que c'est 74,7. En mettant 3 chiffres après la virgule, c'est ça, hein, c'est 0,75 plutôt. C'est 1,0075. Là, vous rigolez, mais c'est vachement important la rigueur. C'est ça qui fait la différence entre une bonne réponse, d'accord, une bonne réponse, et puis le truc qui fait que, clax, vous avez la réponse parfaite. Donc, c'est multiplié par 1,00747, etc. Donc c'est quoi ça? Ça correspond précisément à une augmentation de 0,747%. Et donc 0,75 on arrondit, ou 0,747 si vous voulez. Donc la réponse elle est là. Maintenant, 0,74% c'est pas grand chose, d'accord, surtout sur 5 ans, ça n'a pas beaucoup augmenté. Donc attention, et c'était là la difficulté, c'est que quand vous avez 100,74, c'est pas une hausse de 74%, c'est sûr, ok? Puisque la formule, c'est le coefficient de le coefficient, l'indice, moins 100, d'accord? Et ça vous donne la réponse en pourcentage. Donc 0,74%. Donc maintenant, à quoi ça correspond une augmentation de 0,74% sur 5 ans? Puisqu'il y a 5 variations ici. Ok, je les compte, hein. Vous vous rappelez? Il y a 5 variations. C'est sur 6 ans, mais il n'y a que 5 trucs comme ça. Et bien ce qu'il faut, c'est faire quoi? Pour le calculer, bah, c'est le TVAM. Ça consiste à faire une racine cinquième, en fait. D'accord? Donc mettre quelque chose à la puissance 1 cinquième, 0,2, pour obtenir les résultats. Donc, je l'ai calculé ici. Donc, je peux essayer de regarder comment je l'ai calculé moi. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre... Là, je ne peux pas écrire sur mon tableau. Mais ce qu'il faut, c'est prendre la racine cinquième de 1,0074725, c'est-à-dire prendre 1,0074725 à la puissance 0,2 et enlever 1, moins 1, puisque je le cherche en pourcentage. Qu'est-ce que j'ai mis ici comme formule? J'ai dû faire un truc comme ça, peut-être pas exactement ça. J'ai fait une autre... oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris G7, d'accord? Je l'ai divisé par 100, parce que c'est un indice pour que ça me donne 1,074. Regardez la formule, elle est là, hein. Elle est en petit là-haut, là. On la voit pas bien, elle est là, hein. D'accord? J'ai pris G7, donc 174,725. Je l'ai divisé par 100 pour que ce soit 1,0074. J'ai mis un chapeau, parce que le chapeau, c'est le symbole puissance dans Excel. Puissance combien? 1 cinquième, ça fait 0,2, moins 1, d'accord? Et puis, pour que le résultat soit juste, juste, je les mets en format pourcentage. Vous vous rappelez, on peut mettre le format pourcentage ici, vous voyez, c'est souligné là, d'accord? C'est le format pourcentage. Si je l'avais mis en format nombre, tu vois, si je n'avais pas mis des formats pourcentage, vous voyez, ça m'aurait donné ça, d'accord? Ok, et là, ça ne me donne pas les pourcentages. L'intérêt du pourcentage, donc dans ce cas-là, bah, c'est 0,01490 qui fait 0,1490%. L'intérêt du pourcentage, c'est que immédiatement, hop, vous l'écrivez en pourcentage, vous mettez le bon nombre de chiffres après la virgule, hein, d'accord? Et vous obtenez le résultat. Okay. C'est pour ça que c'est bien sur Excel, je trouve, de mettre en pourcentage, parce que quelque part, vous n'avez pas à faire la conversion vous-même. C'est écrit 0,149 et puis les choses sont claires. C'est écrit %. Donc c'est plutôt bien de le faire comme ça. Donc ça, c'est le taux
de variation annuelle moyen. Évidemment, j'aurais eu plein d'autres manières de le calculer. Je peux aussi le calculer ici, par exemple, en prenant ça. Si je fais ceci, le taux en 2013, reconstitué, divisé par ça, le PIB en 2008, et que je mets ça à la puissance 0,2 moins 1, bien sûr que je vais obtenir strictement le même résultat. On est d'accord? Puisque tout a été redivisé par 100 par rapport aux indices. C'est comme ça qu'on les a calculés. Donc évidemment, je vérifie que j'obtiens le même résultat, et heureusement ça marche. Bon, sauf que c'est pas en pourcentage. Et si je veux mettre en pourcentage, je fais ça. Ok. Et après, vous voyez là, avec ça, je peux indiquer le nombre de chiffres que je veux après la virgule. Et ce qui est bien, c'est que Excel, il gère les arrondis. Donc il va aller arrondir à l'endroit le plus près, vous n'avez pas à vous soucier. Et quand vous faites les calculs, il garde les arrondis en mémoire. C'est juste, il les écrit pas sur la feuille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc on a terminé sur ça. Je pense que ça nous fait terminer l'exercice. Peut-être que je peux juste... Donc ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait en Excel. Donc on va pas le refaire. Oui? Comment? Attendez. Ça, on a fait ça sur Excel. Quelle propriété des indices élémentaires? J'en sais rien. Réversibilité ou transitivité, je sais pas. C'est le genre de questions, je vois pas très bien l'intérêt, parce que l'important, c'est pas de connaître le nom de la propriété, l'important, c'est de savoir l'utiliser. C'est juste du vocabulaire. Calculer la moyenne arithmétique, d'accord? Donc calculer le taux moyen. Ce qu'on a fait, en fait, le taux moyen, je le réécris là parce que c'est exactement le même type de calcul qu'on a fait. C'est que le taux de variation annuelle moyen entre 2008 et 2013, qui incorpore 3 variations, plus 1, il est égal à quoi? Il est égal à la racine cinquième de quoi? De 1, je l'écris une fois pour multiplier par 1, donc 1 moins 3,14%, c'était le premier indice. 1 plus 1,72%, multiplié par 1 plus 2,03%, c'est exactement ce qu'on a fait, multiplié par 1 plus 0,01%, multiplié par 1 plus 0,21%, d'accord? Ça vous donne le taux de variation annuel moyen, d'accord? C'est exactement le calcul qu'on a fait, en fait, fondamentalement. Donc, évidemment, ce taux de variation annuel moyen, on a trouvé 0,1490, me semble-t-il. Donc ça, c'est égal, donc, si c'est 0,1490, ça fait 1,01490. C'est ça le résultat que vous allez trouver sur votre calculatrice, ok? Donc, c'est-à-dire plus 0,1490%. Si c'était ça le résultat de tête. J'espère que je ne me trompe pas, que je n'ai pas oublié le chiffre. Calculer la moyenne arithmétique. Donc évidemment, la tentation que vous avez, qui n'est pas totalement fausse, ça serait de calculer la moyenne des taux. Donc la moyenne arithmétique, c'est quoi? C'est, vous allez faire la somme de moins 3,14 plus 1,72 plus 2,03 plus 0,01 plus 0,21. Ça fait combien, ça? Et vous le divisez par 5. C'est ça, faire la moyenne arithmétique. Ok? Et on trouve combien si vous faites ça? J'ai dû le faire... Bon, je regarde mes notes de l'année dernière. Hein. Donc si j'ai faux l'année dernière, c'est qu'on sera faux cette année. Ah! Ça fait 0,83 divisé par 5. C'est ça que vous avez trouvé? Et donc ça fait 0,166. Exactement. Et vous voyez, vous avez un résultat général, qui est de montrer que 0,166% est tout le temps supérieur à 0,1490. Pourquoi? Parce que quand on cumule les pourcentages. Alors que là, en faisant la moyenne arithmétique, on oublie tous les termes de produit. Donc évidemment, voilà, c'est un peu comme si, quand vous dites, voilà, ça a augmenté de 10% une année, 10% l'année suivante, si vous me dites au total, ça a augmenté de 20%, c'est-à-dire de 20%, c'est pas vrai, ça a augmenté de 21%. Donc attention, donc si vous faites la moyenne arithmétique
voyez que là, c'est un cas particulier parce que 10%, 10%, évidemment, la moyenne arithmétique, ça va être la même que la moyenne géométrique. Ça va donner le même résultat, 10%. Par contre, si vous divisez 21% par 2, vous allez trouver 10,5%. Et là, ça sera faux. Mais parce que dans mon exemple, c'est 10%, 10%, et c'est constant dans le temps. Et le TVAM, c'est le taux constant qui, s'il était appliqué, nous donnait la même évolution. D'accord? Donc pour faire 21%, il suffit de faire 2 fois 10%. Donc le TVAM est de 10%, et c'est aussi la moyenne arithmétique de 10 et de 10, parce que les deux sont égaux en fait. D'accord? 10% et 10%. Mais dès qu'ils ne sont pas égaux, c'est le cas ici, ça ne marche plus. D'accord? Je vais donner cet exemple-là dans l'amphi l'autre jour. Je disais, imaginez que vos notes de TD sont calculées sur la base, votre note de moyenne est calculée sur la base d'une moyenne arithmétique. Vous avez 16 à une matière, vous avez 4 à l'autre, ça fait 16 plus 4, 20, divisé par 2, ça vous fait juste la moyenne, vous avez juste l'année, 10 sur 20. Parce que malheureusement, il n'y a pas de note éliminatoire à Paris 1. Ça vous fait pas réagir. On pourrait mettre des notes éliminatoires à Paris 1. On pourrait. Même en master, ils en veulent pas. Même en M2, ils en veulent pas, les syndicats. C'est assez irresponsable, mais bon. Donc, 16 plus 4, ça fait, divisé par 2, ça fait 10. D'accord? Si maintenant je calcule la moyenne géométrique de 4 et de 16, c'est combien la moyenne géométrique? J'ai pris 4 et 16 à dessin, parce que le calcul est facile à faire. 4 fois 16, ça fait 64. D'accord? Vous prenez la racine de 64, c'est ça, faire la moyenne géométrique, hein. Racine carrée de 64, ça fait 8. D'accord? Donc vous voyez que le 8, il est inférieur au 10, exactement comme là, c'est pareil, c'est inférieur. Donc on pourrait proposer comme réforme, mais j'ai déjà fait la vanne l'autre jour, donc de mettre la moyenne géométrique au lieu de la moyenne arithmétique. Bon, je ne sais pas si l'UNEF calculerait, mais en tout cas, vous feriez avoir. D'accord? Puisque évidemment, ça fait baisser le truc. Évidemment, par contre, si vous avez 10 et 10, vous voyez, ça vous fait 10 plus 10, ça fait 10. Et si vous faites 10 fois 10, ça fait 100, et prenez la racine carrée, ça fait 10. Là, il n'y a pas de modification. Donc dès que c'est différent, c'est un peu... Voilà. Ok, donc on a terminé avec cet exercice. Quel niveau de PIB pourrait-on anticiper pour 2014? Ah non, on n'a pas terminé. D'accord? Donc on nous dit, quel niveau de PIB pour 2014? Bah, on va prendre le PIB 2013. Et puis là, on a deux solutions. C'est de faire un exercice de prévision. C'est peut-être... soit vous dites, bah, la croissance 2013, entre 2013 et 2014, la question c'est quoi le coefficient multiplicateur que je ne connais pas encore, de 14, là je mets 14, 2013, pardon, je connais 2013, hein. On l'a 2013? Ouais. C'est quoi le coefficient multiplicateur entre 14 et 13? Et ça, évidemment, je ne le connais pas. Donc, il faut que je le prévoie, il faut que je prévoie la croissance. Donc, je peux avoir deux manières de faire. Soit je dis, bah, je vais prendre le taux de variation annuel moyen entre 0,8 et 13, en disant, bah voilà, et donc, ceci, ça va me donner 1,001490, d'accord? C'est la première manière de faire. Vous allez me dire, bah, cette manière de faire, elle est un peu gênante, parce qu'on sait qu'entre 2008 et 2013, il y a eu la crise de 2008-2009, etc. Donc finalement, la croissance entre 13 et 14, elle a peu de chance d'être la croissance moyenne, parce que on a une forme de reprise économique, et donc peut-être que cette reprise va se prolonger. Donc c'est peut-être plus pertinent, l'alternative, ou bien, peut-être que c'est plus pertinent de dire, bah, l'histoire récente compte plus que l'histoire ancienne, et donc dans ce cas-là, de prendre le taux de croissance entre l'année 2013 et l'année 2012 comme étant quelque chose qui est plus pertinent de la croissance de demain, d'accord? Pas grand-chose à dire là-dessus. Expliquer les intérêts et les limites du type de calcul. D'un côté, on a envie de faire des moyennes sur longue période en pensant que c'est ça qui est réaliste. De l'autre côté, on aurait envie d'accorder plus de poids à la dernière information, à ce qui s'est passé récemment, plutôt qu'à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Alors, attention, il faut se méfier aussi, hein, bah, y a des fluctuations, donc on peut philosopher à l'envie sur la question, c'est pas mon objectif ici. D'accord? Donc si vous voulez le faire, puisqu'il faut répondre aux questions, après on va dire que je ne réponds pas aux questions, si vous voulez le faire, on peut le faire sur Excel. Cacher Open Board, d'accord? Ici, quelle est la valeur du PIB en 2014? Je le fais là, comme ça sera fait. Ok? Vous prenez la valeur du PIB l'année précédente, en 2013, ok? G10.
vous le multipliez par soit, alors on a deux solutions, hein, première solution, c'est la solution que j'ai évoquée, vous prenez le TVAM, donc il faut faire 1 plus cette case-là, d'accord, et j'obtiens un résultat. Okay. C'est la première manière de faire. Et puis j'avais dit on peut en faire une autre, je la mets en dessous, on pourrait prendre la même chose, et puis le multiplier par quoi? Le multiplier par le taux de croissance entre 2013 et 2012 et 2013. Bon, vous me direz, il n'a pas été très fort puisqu'il a été de 0,21%. Donc comment je fais? Ben, je vais prendre ce coefficient-là, base 100 année précédente, d'accord? C'est 0,21% d'augmentation entre 2012 et 2013. Et puis attention, il faut que je le divise par 100 pour que ce soit bien un coefficient multiplicateur. Et j'obtiens quelque chose qui est un peu supérieur, puisque 0,21% est un peu supérieur à 0,14. D'accord? Oui? Et les politiques, quand on fait des prévisions économiques, elles se basent sur quoi? Sur l'année précédente ou sur une longue période? Je sais pas, c'est pas au programme. Je réponds qu'il y a des questions au programme. Moi, je suis pas un économiste, je suis juste je fais du Excel, je cherche pas à... Non, mais on n'est pas là pour discuter ce type de questions. Ça, vous demandez à votre prof d'IGE, il est spécialiste. Ok, c'est bon? Surtout, on doit avancer en plus. Parce que là, je suis trop bavard tout le temps. Même le samedi matin. Ok, donc on a terminé cet exercice, donc on peut passer à la suite. Alors la suite, c'est analyse de variation en glissement en moyenne. J'aimerais bien que, vous voyez, regardez, pourquoi je vous mets la pression? Parce qu'on a cet exercice-là, après on a celui-là qui est quand même un peu, qui est pas très intéressant, et après j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu de partiel de l'année dernière. Ça vous montre un peu ce qu'on a posé au partiel l'année dernière, d'accord? Donc ça serait pas mal si on arrivait, et on termine là la séance, comme ça après on essayer de ne pas perdre trop de temps. Alors, le tableau suivant décrit les variations successives d'un trimestre à l'autre de la rémunération mensuelle d'un salarié. On est d'accord, donc c'est la rémunération mensuelle d'un salarié, mais mesurée sur un trimestre. Donc en fait, quand on dit que le trimestre 1, il gagne 1650 en 2014, ça signifie qu'on suppose qu'en janvier, février et mars 1, c'est-à-dire le premier trimestre, c'est 3 mois un trimestre, hein, n'oubliez pas cette vérité, il gagne 1650. Donc le salaire en fait, qu'il a reçu durant tout le trimestre, c'est 3 fois 1650. Ok? Donc pour bien interpréter le tableau. Le salaire est-il une variable de flux ou de stock? Ah ouais, parce que vous dites un salaire mensuel, un salaire horaire, un salaire annuel. Donc voilà, vous dites, donc c'est bien sûr une variable de flux, puisque la variable de flux, elle se mesure relativement à une période. Donc pour savoir si c'est une variable de flux ou de stock, vous posez la question comme ça à un moment, est-ce que je le vois à un instant du temps, ou est-ce que je le mesure sur une période? Donc vous mesurez à la fin du mois, vous regardez combien vous avez gagné. Donc c'est un flux. Donc un stock, ça pourrait être typiquement, c'est la différence entre un robinet qui remplit une baignoire et puis la baignoire. Un stock, ça peut être la richesse, le montant de votre compte en banque. Vous savez combien vous avez. Le nombre de chômeurs, c'est un stock. Un prix, c'est un stock aussi. Puisque un prix, vous observez le prix de la pomme à 9h le matin. Vous n'observez pas le prix de la pomme pendant une demi-heure. D'accord? Vous pouvez l'observer continuellement. Donc ce qu'on appelle stock et flux, en fait, c'est juste le fait de savoir si c'est relatif à une période ou pas. La différence, c'est que quand vous avez un flux, les flux, ils s'additionnent. Pour avoir le salaire annuel, il faut faire la somme des flux mensuels. C'est exactement comme les PIB. Alors que les chômeurs, ils ne s'additionnent pas. Vous n'allez pas additionner les chômeurs à chaque fin de mois pour avoir le taux de chômage à la fin de l'année, ou le chômage à la fin de l'année. Pour avoir le chômage à la fin de l'année, vous regardez simplement le chômage le 31 décembre. Exactement comme votre compte en banque le 31 décembre. D'accord ? Vous n'allez pas prendre la moyenne des soldes de vos comptes en banque sur l'année. Donc c'est très important ça, parce que quand on fait des flux, donc on fait des additions, alors quand on fait des stocks, c'est moins compliqué en fait. Donc précisément, alors quand on fait des flux, il est bienvenu de faire des taux de variation en moyenne annuelle plutôt que des taux de variation en glissement. Franchement, moi ça me fait du mal à le dire parce que j'ai beaucoup de mal à conceptualiser ça, ça me paraît être assez naturel, quoi. C'est pas une question voilà. Mais immédiatement, quand vous avez une variable, il faut poser cette question. Est-ce que je vais l'additionner ou pas, la comprendre, quoi. Donc, on nous dit par exemple, donc c'est bien un flux et non un stock. Calculer l'évolution du salaire en glissement
du quatrième trimestre de l'année N-1 au quatrième trimestre de l'année N. Ça veut dire quoi en glissement annuel? D'accord? Ça signifie que vous allez comparer le quatrième trimestre de l'année N-1, donc de l'année 3, au quatrième trimestre, non, de l'année 2 au quatrième trimestre de l'année 3. D'accord? Donc voilà, vous avez, je ne sais pas, on peut caricaturer ça de cette manière-là. Alors il pourrait y avoir un truc un peu subtil dans cet exercice, j'ai souvent cherché à comprendre la subtilité de l'exercice. Mais vous voyez que dans l'exercice, en fait, vous avez ici, vous avez une année, l'année 0, où vous ne disposez, donc l'année 0, vous ne disposez que du salaire sur le quatrième trimestre. Et puis après, vous avez l'année 3, vous avez le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3, le trimestre 4, boum, là vous changez d'année, donc c'est reparti, 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc ça, je le mets en rouge, c'est les passages d'année. Donc ça c'est une année c'est 4 trimestres, donc ça c'est une année. Et puis vous avez encore, ah oui, il y a encore un truc, donc là je remets encore 1, 2, 3, 4. Bon, c'est toujours utile, pour moi, je trouve, c'est parce que je ne suis pas un esprit de représenter, parce que je suis un esprit concret, d'accord, de représenter un peu les choses de cette manière-là, ok, et puis au-dessus, ok, vous avez compris, ça c'est l'année 0, ça c'est l'année 1, etc. Donc là, quand on nous demande de calculer l'évolution du salaire en glissement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, en fait, comparer l'année 3, donc l'année 3, le quatrième trimestre de l'année 3, on veut le comparer à quoi? On veut le comparer au trimestre correspondant de l'année 2. D'accord? Donc, quand on me dit calculer l'évolution du salaire en glissement du quatrième trimestre de l'année N-1 au quatrième de l'année N pour N égale 2 et N égale 3, il y a deux choses que je dois faire. Je dois calculer cette quantité-là. La variation, je vais mettre ça en glissement. D'accord? Alors je mets 1 plus pour dire c'est un coefficient multiplicateur, mais ce qu'on doit calculer, c'est un taux de croissance, me semble-t-il. 1 plus la variation en glissement de quoi? Du T4. T4, d'accord, j'ai noté ça comme ça. T4 de l'année 3 par rapport au T4 de l'année 2. C'est important d'avoir les... C'est bien T4 de l'année 3 par rapport au T4 de l'année 2. Et puis je dois calculer aussi, ici, ce qui s'est passé, ici, la 1 plus la variation en glissement, VG, de quoi? Du T4 de l'année 2 par rapport au T4 de l'année 3. Excusez-moi la lourdeur des notations. Ok? Donc c'est les deux choses que je dois calculer. Ok, donc comment je fais pour faire ça? Ben, pour faire ça, il faut que je compare cela à cela, et en impliquant ça aussi. C'est bien ça, hein? Et on nous dit de le faire pour n égale 2 et pour n égale 3. Donc n égale 2, ouais, n égale 2, ça veut dire qu'on va comparer 2 à 1, et puis n égale 3, ça veut dire qu'on va comparer 3 à 2. Donc la variation, première question, je vais essayer de le mettre ici. La variation en glissement T4 2 par rapport à T4 3, elle est égale à quoi? Bah, il faut faire un taux de croissance. Un taux de croissance, vous allez comparer 2060, ce qui est le salaire moyen au quatrième trimestre de l'année 2002, au salaire moyen au quatrième trimestre de l'année 2001, d'accord? Vous allez faire ça, et vous allez enlever 1. Et vous trouvez combien? En quelle unité? En Oui, donc donnez-le-moi en pourcentage. 13,19%. D'accord, donc ça fait 0,1319, c'est ça, hein? Vous trouvez 0,1319, et donc ça fait 13,19%. Et de grâce, présentez les résultats avec des pourcentages, parce que c'est comme ça qu'on les présente. D'accord? Après, vous le translatez vous-même, mais bien sûr, il faut le mettre en pourcentage. Et de la même manière ici, on peut le faire de T4 3 par rapport à T4 2. Donc rappelez-vous ma notation, hein, à chaque fois je mets par rapport parce que
je veux bien indiquer par rapport à quoi je compare, ce qui est au dénominateur, hein, d'accord? Donc cette fois ici, ça va nous faire du 2220, c'est ce qu'on a au T4 de l'année 3, d'accord? Et je compare à quoi? Je compare au T4 de l'année 2, j'obtiens 2220 divisé par 2060, moins 1, ça nous fait... Ça fait combien? 7,77 exactement. Donc ça fait... Ok. Bon, vous avez choisi 2 chiffres après la virgule, on vous fait confiance. Ça fait plus 7,77%. D'accord? Ok. Oui? C'est quoi l'erreur? Comment ça? Vous avez divisé T4,2. C'est juste écrit, vous avez bien fait les calculs. C'est juste écrit, vous avez écrit T4,3. Ah, merci monsieur. Voilà. T4,1. C'est bon là? Ça vous va? C'était ça l'erreur? Ok. Alors, question suivante. Donc là, on a fait en glissement. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est en moyenne annuelle du salaire mensuel. Avouez que c'est un peu prise de tête. Entre l'année 1 et l'année 2, puis entre l'année 2 et l'année 3. Qu'est-ce qu'on veut nous faire faire? On veut simplement nous faire faire un calcul qui consiste à calculer pour les années complètes le salaire annuel et puis regarder comment le salaire annuel a augmenté d'une année sur l'autre. C'est ça qu'on veut nous faire faire. Donc typiquement, c'est un calcul qu'on fait pour une variable de flux parce qu'on doit additionner des salaires mensuels pour avoir ça, d'accord? Donc ça veut dire qu'à partir de ces données, il nous faut reconstituer quoi? Il nous faut reconstituer les salaires annuels. Ou, si vous préférez, le salaire mensuel moyen. Mais bon, le salaire mensuel moyen, c'est le salaire annuel divisé par 12. Donc que vous regardiez le taux de croissance du salaire mensuel moyen ou le taux de croissance du salaire annuel, vous allez obtenir le même résultat. On est d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on appelle taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel, ce qui est simplement le taux de variation du salaire annuel. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans la vie courante. On comprend bien ça, hein. C'est bien le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel. C'est un peu compliqué comme vocabulaire. Moi, je serais étranger, je ne comprendrais rien à cette formulation. C'est le taux de variation du salaire annuel. Donc, il nous faut reconstituer, en fait, à partir de ces données, le salaire annuel. Donc, il faut le faire. Je le mets là parce que c'est un calcul qui m'impressionne beaucoup. En général, c'est le genre de calcul où je me plante tout le temps. Alors, d'ailleurs, en fait, j'ai un slide pour ça, donc ça tombe bien. Ok. Donc, bon, l'année 4, la première année, de toute façon, l'année 0, on ne sait pas. On n'a que le 4e trimestre, donc on ne peut rien dire. Quel est le salaire de l'année 1? Wedge 1. Wedge comme salaire. Ben, il faut faire, en fait, il faut additionner les salaires mensuels moyens sur les trimestres, d'accord? Et puis les multiplier par 3 pour avoir un salaire annuel, d'accord? Donc, boum, les 3 premiers mois, je gagne 1750 en moyenne. Les 3 mois d'après, 1700, 1750, 1820, d'accord? Mais attention, bien sûr, pour que ce soit bien un salaire annuel, chaque trimestre comportant 3 mois, je multiplie ça par 3, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est pour l'année 1. Et donc, si vous faites ce calcul, vous trouvez, si vous faites ce calcul, moi je trouve 20 360, c'est pas ça? C'est faux? C'est bien 1820, la dernière valeur. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Vous trouvez combien, vous? Bon, c'est à vous de préparer les DE, là. Vous êtes 50 à avoir préparé la DE. Moi, j'ai pas besoin de préparer la DE. La licence, ça fait longtemps que je l'ai plus. 20 760. C'est bien, vous trouvez comme moi les dernières. Donc ça fait 20 760, d'accord? Et voyez, bien sûr, on est d'accord que si je prends cette fois le salaire moyen, mais ça me donnera la même chose.
Ça, c'est le salaire. Il n'y a pas de 13e mois. D'accord? Vous divisez 20 760 par 12. Ça veut dire qu'en moyenne, vous avez gagné, je l'ai calculé l'année dernière aussi, 1730, si je ne me trompe pas aussi. 1730. Et évidemment, le salaire annuel, c'est 12 fois le salaire mensuel moyen. Ok? Bon. C'est bien. Mais ça va mieux en le disant. Donc je peux le faire aussi pour l'année 2, qui est aussi complète. Donc je refais le calcul. 1860, plus 1860, plus 2010, plus 2060, multiplié par 3. Ok? Et on obtient combien? 23 370. Ok? Donc ça fait un salaire moyen de... Donc on s'en fout en fait du salaire moyen, c'est du temps perdu. C'est juste pour l'écrire, 1947,5. Ok? Et puis vous pouvez le faire pour l'année 3 aussi, puisqu'elle est complète. 2120 plus 2140 plus 2200 plus 2220. Vous multipliez ça par 3 et vous obtenez un salaire qui était... ah bah tiens, non, ça ne nous le demandait pas. Tiens. On a besoin de faire ça? Ah oui, si. C'est combien? Tiens, je ne l'ai pas fait. Ah si, 26 040, c'est ça? Et donc vous trouvez un certain salaire moyen. Évidemment, je ne l'ai pas fait non plus. Bon, vous divisez ça par 12 et vous trouvez le résultat. D'accord? Maintenant, calculez l'évolution. Ah ben non, mais ça on l'a déjà fait. Ok, donc c'est la question 2. Hein. D'accord? J'ai mal suivi en fait mes questions. Ce qu'on nous demande de calculer, donc c'était la question suivante. Calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel entre l'année 1 et l'année 2. D'accord? Donc c'est, je sais pas, on peut appeler ça V2 par rapport à 1. On ne va pas chercher une notation plus compliquée. D'accord? Donc il faut comparer le salaire de 2, 23 370, au salaire de 1, 20 760, lui enlever 1 et vous trouvez le résultat en pourcentage. Donc le résultat c'est 12,57. Bon, et vous avez bien compris que c'est aussi 12 fois 1730, 12 fois 1947,5 divisé par 12 fois 1730 moins 1, d'accord? Mais le fait que ce soit 12 fois, évidemment, au numérateur et au dénominateur, ça fait le même effet. C'est le fait que le taux de croissance du salaire mensuel moyen ou le taux de croissance du salaire annuel, c'est la même chose. Ok? Et donc ça fait 12,57. On peut faire la même chose pour ce qui se passe entre l'année 3 et l'année 2. Qu'est-ce qui se passe entre l'année 3 et l'année 2? Cette fois, il faut comparer 26 040 à 23 370, moins 1, d'accord? Et donc là, vous trouvez un taux qui est de 11,42%. Ça vaut 0,1142. Et donc, ça fait 11,42%. OK. Donc encore une fois, c'est parce que c'est une variable de flux que je calcule le taux de variation annuel. Comment on appelle ça? Vous voyez, j'ai même du mal. Le taux de variation annuel de la moyenne annuelle des salaires mensuels. C'est dur à dire, hein? D'accord? Et vous voyez bien que, vous comprenez ce que ça veut dire. Si vous comparez votre dernier trimestre d'une année sur l'autre par rapport à l'année précédente, est-ce que c'est intéressant? Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qui font que sur un trimestre, vous gagnez plus. D'accord? Donc on voit bien que ça peut être intéressant si, par exemple, vous cherchez à avoir une espèce de prévision de ce qui peut arriver au dernier trimestre. Mais si vous cherchez globalement à savoir de combien votre salaire a augmenté sur les 3 dernières années, vous n'allez pas faire des variations en glissement. D'accord? La variation au glissement, elle est intéressante comme une forme d'indicateur avancé, conjoncturel de ce qui peut arriver.
ce qui est intéressant sur une variable de flux, c'est bien de calculer un taux de variation moyen. Un taux de variation moyen. J'ai du mal à dire parce que n'oubliez pas qu'il y a le taux de variation annuel moyen, le TVAM. Donc là, taux de variation moyen, la grandeur, la moyenne, oh là. Non, franchement, j'essaie de le traduire en anglais à chaque fois pour me dire mais qu'est-ce que ça donnerait si je devais faire le cours en anglais? J'ai du mal à le dire, quoi. Pourtant, je comprends bien la différence. Donc faites comme moi, comprenez bien la différence et attendez-vous à la question qu'on va vous poser. Dans le contexte où c'est fait. Et moi, je suis chargé de vérifier que les énoncés sont à peu près correctement écrits. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ok. Calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a trouvé nos deux valeurs qui sont, puisque 12,57 et 11,42. D'accord. Ok. Calculer le taux de variation annuel moyen du salaire de A entre le 1er janvier 1 et le 31-12-3. Ouais, alors je trouve que cette question... Non mais... Cette question, il faudrait presque dire calculer le taux de variation annuel moyen de la moyenne des salaires mensuels pour réussir à comprendre ce que... Enfin, on pourrait... La réponse la plus simple à cette question, c'est dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'essaie de répondre de manière la plus simple possible à la question. Mais ça vous montre aussi quelquefois qu'il peut y avoir un peu d'ambiguïté dans les questions qu'on vous pose. D'accord. Donc on a le 1er janvier 2001, et puis on a le 31 décembre 2003. Ça fait combien? Ça fait 3 années. Ah mince. Ah, il faut que je prolonge. Vous voyez, je commence mal. Ok. Donc ici, on a le 1, 1, 1, d'accord? Là, après, on a le 1, 1, 2, le 1, 1, 3, et le 31, 12, 3, qui est la même chose que le 1, 1, 4. D'accord? Et ce qu'on nous dit, c'est que on doit calculer le taux de variation du salaire de A entre le 1er janvier et le 31-12-2003. Donc la question, c'est ce TVAM. Moi, je dis que c'est le TVAM, taux de variation annuel moyen, d'accord, du salaire annuel. Parce que sinon, c'est comme ça que je réponds à la question. Donc, ce que j'ai vu, c'est que j'étais capable de calculer le salaire en 2001, le salaire en 2002 et le salaire en 2003. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que j'étais capable de montrer de combien ça a augmenté entre 2001 et 2002. Donc ici, ça a augmenté de combien? Plus, on l'a calculé? Plus 12,57%. Et puis là, ça a augmenté de combien? De moins 7,7, c'est ça, on avait trouvé? Non? Combien on avait trouvé? Bah, je l'ai dans les yeux, ouais. Ah oui, 11,42. Non, 7,7, c'était tout à l'heure, c'était un autre exercice. D'accord? Donc en fait, sur cette période, vous voyez qu'il y a 3 salaires. C'est là où je trouve que la question n'est pas forcément évidente, c'est pour ça que je prends un peu de temps à décrire la situation. C'est que vous avez 3 salaires annuels, mais bien sûr, par rapport à ces 3 salaires annuels, vous êtes capable de calculer que 2 variations annuelles, d'accord? Puisque de l'un à l'autre, vous n'avez que 2 variations. Et on nous demande calculer le taux de variation annuel moyen du salaire de A entre le 1,01 et le 31,12,3. Pas très clair, je trouve. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est calculer le taux de variation annuel du salaire, taux de variation annuel moyen du salaire annuel, c'est-à-dire du salaire mensuel moyen. Mais c'est pas vraiment précisé comme ça dans la question. Peut-être l'année prochaine, je devrais rajouter ça pour que les choses soient totalement claires. Donc c'est quoi ce taux? C'est précisément, c'est le cumul. C'est simplement la moyenne de l'augmentation des salaires annuels sur 2 ans. D'accord? Donc comment vous allez calculer ça? Vous allez calculer ça comme un TVAM. Vous voyez que la première année,
ça a été augmenté de 1,1257. Donc, je cherche un quotient multiplicateur, en fait. Donc, ce que je calcule, c'est le taux de variation annuelle du salaire annuel, plus 1, parce que c'est 1 plus pour arriver à un quotient multiplicateur. C'est 1,1257, puisque ça a augmenté de 12,57%, on est d'accord, multiplié par 1,1142. OK? Et puis, vous allez prendre, comme il n'y en a que 2, vous allez prendre la racine carrée, c'est-à-dire la puissance 1 demi de ça. D'accord? Et ça va nous donner le coefficient multiplicateur moyen qui s'applique. Coefficient multiplicateur moyen qui s'applique. Donc ça fait combien? Ça fait 12%, moi j'ai noté. Ça c'est égal à, vous allez trouver la racine, vous allez trouver 1,12, c'est à peu près ça. D'accord? Si vous faites cette racine, et vous allez trouver donc un TVAM qui est de 12%. OK? Si vous étiez un peu tordu, et que vous disiez, mais ça c'est comme, vous savez, quand vous passez le code du permis de conduire, quelquefois vous vous posez trop de questions sur les questions qui vous sont posées. Et du coup, ça vous incite parce que vous êtes trop intellectuel quelque part. Vous posez trop de questions, vous n'êtes pas assez sûr de vous, et du coup vous posez trop de questions, vous raisonnez assez juste. Et là vous dites, mais cette question elle n'est pas claire. Parce que vous dites, mais non, c'est... Bon, là je donne une réponse qui me paraît assez claire, calculer un taux de variation annuelle. Mais pourriez vous dire, mais non, mais en fait ce que je dois calculer, c'est un truc un peu compliqué, parce que, en fait, je dois comparer, j'ai 36 mois, d'accord? Là j'ai 36 mois sur cette période-là. J'en ai 36 des mois, d'accord? Et j'ai 36 mois, j'ai 35 variations mensuelles. J'ai 36 mois et j'ai 35 variations mensuelles. On est d'accord? Puisque je passe d'un mois à l'autre. Bon, alors en fait, il y a des mois où je n'ai pas de variation parce que c'est donné par trimestre. Donc c'est un peu compliqué. J'ai 36 mois et j'ai 35 variations mensuelles. Donc en fait, ce que j'ai regardé, c'est... J'ai calculé le taux de variation moyen du salaire mensuel en mensuel. Donc j'ai comparé quoi? Vous voyez, je pourrais faire un calcul un peu tordu. Je vous fais le calcul comme ça et vous allez réfléchir si ça pourrait le dire. Je prends la dernière valeur, 2220, d'accord? Ça, c'est le salaire de décembre 2003. Et ce que je veux, c'est regarder de combien mon salaire mensuel il a augmenté depuis le 1er janvier 2001, puisqu'on veut dire entre le 1er janvier 1-1, d'accord? Donc en janvier 1-1, j'ai touché 1650. Ça, c'est quoi? C'est la manière dont votre salaire a augmenté entre les deux salaires mensuels. OK? Mais bien sûr, cette augmentation, elle s'est faite sur 36 mois. C'est-à-dire sur 35 périodes. Sur 35 périodes. 35 variations. 35 variations. Et moi, ce que je veux, c'est calculer un taux de variation annuel. Donc, évidemment, si je prenais ça, je peux faire ça, et je peux prendre ça, je peux le mettre à la puissance 1 sur 35. Quand je le mets à la puissance 1 sur 35, ça veut dire que je calcule un truc, vous pouvez calculer sur votre calculette, 1 sur 35, il faut une calculette un peu puissante, il faut sortir votre collège FX92. Vous pouvez calculer ça, ceci c'est le taux de variation du salaire mensuel, moyen en mensuel. Mais ce que vous voulez, vous, c'est l'exprimer en annuel. Donc, vous avez un problème, c'est que si vous voulez l'exprimer en annuel, dans une année, il y a 12 mois. Il y a 12 mois, d'accord? Une année, il y a 12 mois. Donc, si vous voulez l'exprimer en annuel, il faut comptabiliser le fait qu'il y a 12 mois dans l'année. Et donc, si ça augmente d'un certain nombre pendant juste un mois, si ça doit augmenter 12 fois dans l'année, et il y a 12 mois dans l'année, d'accord, il faut mettre ça à la puissance 12. Et donc, en fait, vous pourriez me répondre, mais la bonne réponse à cette question, c'est ça. C'est prendre ça, le mettre à la puissance 1,35, et le mettre ensuite à la puissance 12. Et donc, vous allez trouver 2220 divisé par 1650 à la puissance 12, 35e. Et évidemment, pour avoir un taux de variation annuel, il faut enlever 1, puisque là, c'est le coefficient multiplicateur. Si vous faites ça, vous pouvez le faire, je l'avais fait l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai trouvé?
Ah bah non, je ne l'ai pas fait. Ouais, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas calculé. Avouez que c'est un peu compliqué. D'accord? Bon, je me dis que ça, c'est vraiment pour si vous êtes un expert et que vous vous posez trop de questions, le jour du partiel, vous allez commencer à répondre ça. Là, il ne faut pas surestimer le niveau qu'on vous demande. Hein. Faut juste, Donc pour ceux qui n'ont pas peut-être trop compris mon explication, c'est pas très grave. La bonne réponse, c'est celle-là, d'accord? C'est celle que je l'ai fait, c'est-à-dire 1,12%. Ça, c'était juste pour dire, bah, la question, en fait, elle est un peu ambiguë, hein, d'accord? Bon, j'aurais dû faire attention, parce que c'est moi qui refais les sujets cette année. Bon, c'est pas important. D'accord? Ça, c'était juste comme ça pour avant la pause, se détendre. Bon, on fait une pause de 5 minutes et on reprend ensuite. Ok. Donc on était là. Alors, suivant, donc je pense que là on commence un nouvel exercice. Donc dans ce nouveau exercice, on s'intéresse aux demandeurs d'emploi, d'accord? Et vous voyez que on mesure les demandeurs d'emploi, et c'est important de bien comprendre l'énoncé. On les mesure en fin de trimestre, d'accord? On a 4 trimestres, on les mesure en fin de trimestre. Et vous voyez que pour 2014, on a des données qui ne sont pas complètes, puisqu'on est au cours de l'année 2014. La variable est-elle un flux ou un stock? Donc c'est un stock. Donc, quel sens aurait le calcul d'une moyenne annuelle des demandeurs d'emploi? Imaginez qu'on prendrait chaque année et qu'on ferait la moyenne annuelle des demandeurs d'emploi en fin de chaque trimestre. D'accord? Ça n'a pas de sens, quoi. On ne sait pas ce que ça veut dire. Exactement comme si, pour un cours boursier, vous preniez la moyenne du CAC 40 à la fin de chaque mois pour calculer calculer les éléments sur le CAC 40 de l'année. Évidemment, comme c'est un stock, ça n'a pas de sens. En revanche, ceci aurait un sens, bien sûr, s'il s'agissait d'un salaire, s'il s'agissait d'un PIB, s'il s'agissait d'une consommation. D'accord? Mais ici, ça n'a pas de sens parce que c'est une variable de stock. Donc, la réponse, c'est aucun. C'est ça, je pense, la réponse qu'ils attendaient. Alors, lorsque cela est possible, calculer le taux de variation en glissement annuel. Donc là, c'est les données, hein, je reprends les mêmes données. On nous demande de calculer le taux de variation en glissement annuel. Donc moi, je me dis que calculer le taux de variation en glissement annuel, fournissez un tableau complété en pourcentage. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire ici, quand c'est possible? Voilà. Ce qu'il faut, c'est simplement comparer le 31 mars, puisque c'est ça, hein, le 31 mars 2013 au 31 mars 2012. Le 30 juin 2013 au 30 juin 2012. Le 30 août, non, 1er septembre. 30 septembre. Oui, 30 septembre 2013 au 30 septembre 2012. Donc ce qu'il faut, c'est comparer ça à ça, ça à ça, ça à ça, d'accord? Ça à ça. Donc il faut comparer les colonnes. Et c'est comme ça que le tableau a été fait. D'accord? Donc c'est ça, calculer un taux de variation en glissement annuel. Et on est d'accord que quand on fait ça, c'est assez pertinent parce que vous voyez que on regarde bien le glissement des chômeurs sur l'année. Et quand vous vous arrêtez en décembre, au T4, eh ben vous avez le taux de croissance annuel du chômage entre le 1er janvier et le 31 décembre. D'accord? Donc évidemment, ici, faire du glissement, c'est pertinent. D'accord? C'est pertinent. Ça a un sens parce que c'est une variable de stock. Donc au lieu de compléter le tableau, on peut en faire juste un comme ça, parce que c'est juste, je vais l'écrire là. D'accord? Donc là, évidemment, là, on ne peut rien calculer. 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 Ici, ce qu'on nous demande de calculer, c'est quoi? C'est 4734,8 divisé par 4033,8
311,3, d'accord, moins 1, et l'exprimer en pourcentage, d'accord. C'est le résultat qu'on nous demande d'obtenir. Et puis, on va compléter comme ça toutes les colonnes lorsqu'on peut les compléter. Donc ici, évidemment, là, on ne peut pas le calculer. Par contre, tout cela, on peut bien sûr les calculer. OK? Et donc, c'est ça qu'on va calculer. Donc, pour le calculer vite et pas perdre de temps, parce que on a compris ce que c'était, on peut le faire sur Excel. Ça nous permettra d'aller plus vite et de faire du Excel. Donc, sur Excel, j'ai mes données, d'accord, qui sont là. Et on demande de calculer le taux de variation en glissement annuel. Donc on est d'accord que ici, je vais inscrire le taux de variation entre le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012. Donc combien ça a augmenté? Donc pour faire ce calcul, je rentre ma formule égale, je prends la donnée en 2013, je la divise par la donnée en 2011, d'accord, et je lui enlève 1. Et j'obtiens le résultat. Si c'est inscrit en pourcentage, et vous voyez que c'est inscrit en pourcentage, ça va me donner le résultat. Okay, 9,82%. C17 divisé par B17 moins 1. Vous voyez que ce calcul, est-ce que je peux le copier? À chaque fois, j'ai comparé ça à ça, d'accord? Et ce que je voudrais, c'est le copier en dessous. Et puis éventuellement, le copier lorsque je peux le calculer. Vous avez compris que dans toutes les cases qui sont là et là, je ne peux pas le calculer parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en 2011. Donc je ne peux pas calculer ce taux. Et ben, vous voyez que cette variation, ici, est-ce que je peux la copier? Je peux la copier parce que je compare une colonne à l'autre, colonne par colonne. Donc c'est ce que je vais faire là, d'accord? Je copie. Ah mince, vous voyez, il faut que je... Alors, il n'aime pas parce que, vous voyez, quand je copie, évidemment, si je copie là, ok, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un truc, là, il va mettre moins 100% parce que, bien sûr, comme il n'a pas la donnée là, d'accord, il fait comme si c'était 0. Donc évidemment, ça et ça, c'est pas pertinent, donc je les enlève. D'accord? Et donc j'obtiens directement le résultat qui était attendu. Ok. Donc on a tous nos résultats à la fois, par Excel. Encore une fois, en appliquant juste ça, en faisant attention à bien, à chaque fois, mettre des pourcentages avec le nombre de chiffres après la virgule qu'il faut. Ça me semble logique. Donc on nous disait, là-dedans, la question c'était, les données permettent-elles de déterminer les taux de variation annuels du nombre de demandes d'emploi sur une année calendaire? Donc une année calendaire, c'est une année qui commence au 1er janvier et qui finit au 31 décembre. D'accord? Donc pour regarder ça, eh ben, il faut essayer de regarder, est-ce qu'on a des choses qui commencent au 1er janvier ou au 31 décembre? Alors, le 1er janvier à 0 heure et 1 seconde, ou le 31 décembre à 23h59, c'est la même chose, d'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui est mis à la porte à cette heure-là. Enfin, d'accord? Donc, bien sûr, pour faire ça, il suffit juste de comparer le 31 décembre. La seule manière qu'on a, le seul élément qu'on a, c'est de comparer le 31 décembre 2013 au 31 décembre 2012. Et ça nous montre l'augmentation du chômage en 2013, d'accord? Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Et donc c'est cette variable, c'est cette valeur, 6,02%, d'accord? 6,02%. Donc ça montre que, en fait, vous voyez, vous pourriez vous dire, c'est assez étonnant parce que, évidemment, cette augmentation de 6,20%, si vous regardez sur l'année 2013, vous comparez 2013 par rapport à 2012, le premier semestre, ça fait une augmentation de 9,83%. Ensuite, en T2 de 9,07%, 7,29%, et finalement, à la fin, ça ne fait qu'une augmentation de 6,92%. D'accord? Donc, vous pourriez dire, c'est pas très, on serait attendu à ce que, en quelque sorte, la variation annuelle, ce serait une espèce de moyenne des glissements. D'accord? En fait, c'est pas forcément vrai, parce que si vous regardez bien les chiffres, pourquoi c'est 6,92%? Parce que vous voyez que le chômage, il a énormément augmenté entre le T3 et le T4 de l'année précédente. Donc il y a une bonne partie de la hausse, enfin, c'est mal dit, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, j'ai du mal à le dire de manière comme ça, mais vous pouvez dire, c'est étonnant que ça ait augmenté que de 6,92%, alors que sur les autres trimestres, ça a beaucoup augmenté. Mais en fait, parce que subtilement,
entre le T3 et le T4 2012, ça a énormément augmenté. Donc du coup, le T4 2012 est assez élevé, d'accord, beaucoup plus que le T3 2012, et donc du coup, ça amoindrit la croissance du chômage sur l'année 2013. D'accord? Bon, mais c'est mécanique, c'est logique, mais c'est une remarque à faire ici. Ok? Ça pourrait être une remarque intéressante à faire. Et ça, précisément, c'est faire attention parce que quand vous faites de glissement, bah, il y a des trimestres qui ne sont pas de l'année, qui sont impliqués dans le calcul. Donc il faut se méfier, il peut y avoir des fausses intuitions, ou je ne sais pas si on peut appeler ça des intuitions. Ok. Si oui, quel est ce taux et sur quelle année? Donc c'est ce que j'ai fait. Ce taux sur quelle année? C'est, je reviens à ça. D'accord? Donc ce que je peux calculer, c'est l'augmentation du chômage. Alors, sur l'année 2013, par rapport à l'année 2012, mais vous voyez, s'agissant d'une variable de flux, ça revient bien à considérer, je l'écris comme ça, le 31-12-2013 au 31-12-2012, d'accord? Ou au 1er janvier, 2013, comme vous voulez, c'est la même chose. C'est ça, hein? Et donc, ce truc-là, on l'avait calculé, on avait trouvé 6,92%, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Ok. Question suivante. Pour chaque trimestre de l'année 2013, calculez le taux de variation annualisé. Ah, c'est quoi ça? IE, c'est-à-dire le taux de variation trimestrielle en rythme annuel. Donc cette fois, ce qu'on nous demande, c'est de calculer une variation de combien le chômage augmente chaque trimestre, d'accord? De combien en pourcentage? Mais ce qu'on veut, c'est que cette augmentation qui est trimestrielle, on l'annualise. Pourquoi? Parce qu'on aime bien mesurer des taux de croissance sur des bases annuelles. Okay? Quand vous allez emprunter à votre banquier, il va vous donner un taux d'intérêt, même si vous empruntez à 6 mois ou à 15 ans, il va vous donner un taux d'intérêt annuel. Donc on aime bien décrire la variation, l'annualiser en quelque sorte. Donc pour annualiser une variation trimestrielle, en sachant que dans un trimestre, dans une année, il y a 4 trimestres, d'accord? Ça veut dire qu'il faut mettre la variation trimestrielle à la puissance 4. Ok? Si vous avez un taux de croissance sur un mois et que vous passez un taux de croissance sur 2 mois, bah vous voyez qu'il faut le mettre au carré pour expliquer que si la tendance se prolonge, si le taux de croissance reste le même, sur 2 mois, ça va croître au carré, etc. Donc si ça a augmenté de 1% sur un trimestre, si vous prolongez la tendance, ça fait 1,01 à la puissance 4 moins 1 sur une année. Donc quand on dit calculer le taux de variation annualisé, c'est-à-dire en rythme annuel, si vous préférez, d'accord? C'est bien annualisé. Ça veut dire qu'il faut calculer les taux de variation trimestriels et puis les mettre à la puissance 4. Ok? Donc typiquement, ici, quel est par exemple le taux... Quel est le taux de variation trimestrielle annualisé? Donc je sais pas, je vais peut-être... Entre le T1 13 et le T1 12, on est d'accord que ça c'est bien... Non, entre le T1 13 et le T4, voilà, c'est un peu compliqué. Et le T4 12, d'accord, vous allez comparer ceci, c'est bien l'augmentation que vous avez du 1er 31 décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2013. Ou encore du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 mars 2013. C'est bien une variation trimestrielle. D'accord? C'est la première variation trimestrielle de l'année, en quelque sorte, 2013. Donc elle est égale à quoi ici? Vous allez prendre 4734,8. Vous allez le comparer à 4627,5. D'accord? Et parce que vous voulez l'annualiser, cette variation, d'accord? Vous voulez l'annualiser, vous voulez l'indiquer en rythme annuel. Donc l'indiquer en rythme annuel, c'est comme si elle allait se faire 4 fois. Donc il faut la mettre à la puissance 4, parce qu'il y a 4 trimestres dans l'année. Donc c'est ça la réponse à la question, en tout cas pour le premier qu'on peut calculer. D'accord? Donc le fait de l'annualiser, c'est comme tout à l'heure, j'avais expliqué, vous avez des variations de votre salaire mensuel et vous avez 12 mois dans l'année. Bah, si vous avez une hausse
du 1er janvier, enfin, vous avez 12 mois dans l'année, donc il faut mettre, si vous voulez écrire en rythme annuel, il faut le mettre à la puissance 12. Donc ici, il faut le mettre à la puissance 4, parce que dans une année, il y a 4 trimestres. Donc vous voyez, à chaque fois que je dois faire ce calcul, je dois comparer en fait par rapport à la donnée précédente et le mettre en puissance 4. Donc on peut le faire sur Excel, parce qu'on nous demande de le faire quand c'est possible. Pour chaque trimestre de l'année 2013. Donc on nous demande de le faire pour chaque trimestre de l'année 2013. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, on retourne sur Excel. Les choses sont bien faites, hein. Alors attention, vous voyez que pour chaque trimestre de l'année 2013, donc on est d'accord que pour le premier trimestre de l'année 2013, ce taux de variation trimestrielle annualisé, celui qu'on vient de calculer là, c'est bien le chômage au 31 mars 2013, je ne sais plus s'il y a 31 jours en mars, ouais, divisé par le chômage au 31 décembre 2012 ou au 1er janvier 2013, qui est la même chose, d'accord? Ok, donc c'est ça. Il faut que je le mette à la puissance 4 pour qu'il soit en annualisé. Donc je mets chapeau 4 pour que ce soit annualisé. Et je lui enlève 1. Et ça me donne le résultat. 9,60%. D'accord? Alors attention, parce que vous voyez que cette cellule, je ne peux pas la recopier, parce que si je la recopie comme j'ai pris un truc qui est là, qui est en haut, et que là je prends là, si je la recopie, il va me prendre ça avec ce qui est en dessous. Donc ça n'a pas de sens. Ensuite, le calcul que je dois faire pour les autres, c'est juste de comparer deux chiffres consécutifs sur cette même colonne. Donc je ne peux pas recopier directement celle qui est en dessous. Et j'aurais beau mettre des dollars, j'y arriverai pas. D'accord? Donc je suis obligé de recréer une nouvelle formule. Donc cette fois, là il faut que je compare ce qui se passe au 30 juin à ce qui se passait au 31 mars. D'accord? Et évidemment, je le mets en rythme annuel, c'est-à-dire à la puissance 4. Voilà. D'accord, le chapeau, il est où? Il est là. Mince. Mon chapeau, il ne marche pas. Ah, parce que je ne sais plus faire ou... c'est pourtant Alt-GR. Il est bloqué, mon... Ah. Oui, il m'a fait un petit tréma, je sais pas. Ah oui, il n'était pas content, en fait. Ok. À la puissance 4, d'accord, moins 1. Et j'obtiens le résultat. Et pour le coup, celle-là, je peux la recopier parce que maintenant que je suis sur la même colonne, quand je dois calculer en dessous, d'accord, et ben je dois bien calculer ceci par rapport à cela et cela par rapport à ça. Donc celle-ci, je peux la recopier sur les deux du dessous. D'accord? Et c'est bien ce que je cherchais, c'est-à-dire le taux de variation en annuel. Et là, ça a un sens, parce que vous voyez, si vous regardez ces 9,60%, 5,85, 4,54, 4,69, c'est des taux de croissance trimestriels, mais en rythme annuel, d'accord? Et bien vous voyez, c'est les ingrédients, c'est les éléments qui vous font du 6,2%. Le 6,02% qui est au-dessus, c'est juste le cumul de ces taux de croissance trimestriels. Vous êtes d'accord? Donc là, pour le coup, les éléments de cette colonne se comparent au 6,02% qui est au-dessus. Le taux de croissance annuel, c'est simplement le taux de croissance trimestriel 4 fois. D'accord? Alors attention, hein, 4 fois, parce que je compare par rapport au 31 décembre, évidemment, logiquement, de l'année précédente. Toujours ce problème de poteau et d'intervalle. Faites attention un peu à ça, et c'est bien pour ça que je mets à la puissance 4. Donc le 6,02 ici, d'accord, il est en fait le cumul de ces taux de croissance du 31 décembre jusqu'au 31 mars, 31 mars, 30 juin, 30 juin, 30 septembre, 30 septembre, 31 décembre. Ok. Et donc c'était la question qu'on nous posait. Ah. Donc on a presque fini l'exercice, donc on va pouvoir faire quand même un petit peu du partiel l'année dernière. Donc attention à cette idée de taux de variation trimestrielle annualisé, en rythme annuel. Donc le mettre à la puissance 4 pour avoir une bonne base pour le comparer. Dire, vous voyez, vous pouvez dire, ici vous pouvez dire le chômage a décéléré. D'accord? La hausse du chômage a baissé. Donc ça veut dire que le chômage lui-même a décéléré au cours de l'année 2013.
T'es parti sur un rythme très important d'augmentation, 9,60%, d'accord? Et puis vous voyez, ça a décéléré, et c'est pour ça qu'au total, vous arrivez à 6,02%. Parce qu'il y a cette décélération du chômage lui-même, c'est-à-dire une baisse du taux de croissance, en fait. Hein. Ok? Oui? Le quoi, le? Comment je l'ai trouvé? J'ai fait, vous voyez, c'est marqué là, j'ai fait C19 divisé par C18, d'accord? À la puissance 4 moins 1. C'est quoi C19? Bah, pour trouver le taux de croissance qu'il y a ici entre le 31 mars et le 1er juin, j'ai simplement pris le taux de chômage le 30 mars, c'est C... ah non, c'est là, 5,35 c'est entre le quoi? Oui, c'est là, c'est C18 divisé par C17 à la puissance 4.1, donc d'accord? Donc c'est bien ça, j'ai pris le taux de chômage le 30 juin, je l'ai divisé par le taux de chômage le 30 mars, d'accord? Ça m'a donné un coefficient multiplicateur sur un trimestre, je veux le faire sur une année, donc il faut que je le mette à la puissance 4 pour passer à une base annuelle, et je lui enlève 1. C18 divisé par C17 à la puissance 4 moins 1. Et ça me donne 5,80%. D'accord. Donc c'est important de bien comprendre ça. C'est annualisé. Une année égale 4 trimestres. Vous voyez, on pourrait faire des meilleures prises de vue s'ils avaient, au lieu de mettre des projecteurs derrière moi, ils mettaient des projecteurs devant moi, comme ça, sur le côté. Ils devraient m'embaucher comme conseiller technique à l'éclairage des amphithéâtres. Bon, mais ils sont pas mal, ces amphis, quand même, avec les deux écrans des deux côtés, c'est quand même pas mal. Et on pourrait même utiliser ça, hein. C'est parce que le samedi, je suis trop fatigué, en fait. Comme vous avez fait cours toute la semaine, vous avez cours toute la semaine. Vous êtes fatigué déjà au bout de 15 jours ou pas? Bon, le rythme, il est quand même pas effrayant, non? C'est quoi? Vous avez 20 heures de cours par semaine? 25 heures? Mais vous avez des emplois du temps mauvais? Il y a des gens en double licence? Personne en double licence? Il y a des gens en prépa? Ouais, c'est quand même 20 heures ou 25 heures, ça va. Non, mais surtout, ce qu'il faut, c'est travailler chez soi, en fait. Il faudrait qu'il y ait moins d'heures, mais que les gens travaillent plus chez eux. Mais ça va, c'est pas asphyxiant, hein. Ah, il faut bosser, hein. Seul le travail paye. J'y crois, hein. Vous êtes d'accord, non, monsieur? C'est pareil en sport. C'est pareil en sport. C'est mon collègue, là, Günther, qui me succède, il me dit toujours ça, il dit si vous essayez d'expliquer à un étudiant comment marquer un penalty ou un coup franc, vous avez beau, ou alors comment nager le crawl, bon, moi en crawl, je suis assez bon, j'ai la théorie, je peux vous expliquer la théorie du crawl. Maintenant, le problème, c'est que si vous ne le faites pas vous-même, vous n'arriverez jamais à nager le crawl, hein. J'ai beau essayer de vous expliquer, vous décomposer le geste comme ça. Donc soyez bien détendu, mais si vous ne le faites pas, vous-même, vous n'y arrivez pas. Et c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu ambigu ce que je fais, parce que je vous montre comment je fais, en fait, je vous montre comment je nage le crawl, mais si à côté vous ne préparez pas, bah, vous avez beau regarder des vidéos des meilleurs nageurs de crawl, vous ne serez pas un bon nageur de crawl. Enfin, si, ça peut aider quand même. Enfin, moi, je pense que ça peut aider. Donc, faut faire les deux, en fait. Mais c'est à vous de faire. Et faire, ça prend du temps. Donc, si vous voulez être bon au foot, il faut marquer des coups francs, il faut tirer des coups francs, il faut avoir la théorie du coup franc, mais pas seulement. C'est pareil, là. Alors, on ne connaît pas le nombre de demandeurs d'emploi au trimestre 3 et 4 de 2014. D'accord? Donc ça, on ne connaît pas. Mais on veut quand même essayer d'avoir une idée de ce qui va se passer en 2014 sur le chômage. Et pour ça, on a une technique qui s'appelle l'acquis de variation. Alors, il se trouve que, et de l'effet report, alors je ne sais pas, c'est quoi cette technique de l'acquis de variation? C'est de faire comme si, dans les 2 trimestres qui manquent, il se passait la même chose que dans les 2 trimestres précédents. Pour une variable de stock, c'est un peu bizarre. Pour une variable de flux, on comprend bien ce que ça veut dire. Vous regardez le PIB, d'accord? Vous avez le PIB du premier trimestre, le PIB du second trimestre, et vous allez faire comme si, vous ne connaissez pas le PIB du trimestre 3 et du trimestre 4, vous allez faire comme si, au trimestre 3 et au trimestre 4, il se refaisait la même chose qu'au trimestre 2, d'accord? Vous ne connaissez pas votre salaire de fin d'année, mais vous pensez que de septembre à décembre,
vous allez gagner comme au mois d'août, en admettant que votre salaire soit constant. Donc, sur cette base-là, vous êtes capable de calculer ce qu'on appelle un acquis de variation, c'est-à-dire ce que vous pensez être l'augmentation de votre salaire sur l'année, même si les données sont manquantes. OK ? Donc, c'est assez pertinent comme technique, sauf que vous voyez que ici, c'est une variable de stock. Et pour une variable de stock, c'est pas très pertinent parce que le chômage, il n'arrête pas d'augmenter. C'est ce qu'on voit. D'accord ? Et donc, évidemment, si je fais comme si le chômage, ici, se stabilisait, d'accord ? Vous allez me dire, mais si le gouvernement avait ce type de communication sur le taux de chômage, c'est-à-dire qu'on prendrait comme taux de croissance annuel du chômage ce qui s'est passé, et puis en complétant comme si le chômage n'augmentait plus, bah, ça ne vous donne pas la tendance du taux de chômage, ou la tendance de la hausse du chômage. Donc c'est un peu stupide comme manière de faire. Mais c'est ça qui fait un acquis de variation. Faire un acquis de variation, c'est remplacer les données qui sont manquantes par les dernières données connues. La dernière donnée connue, c'est le chômage le 31 juin, 30 juin, et donc vous allez faire comme si le 30 septembre, ça sera le même, et le 31 décembre, ça sera le même. C'est ça la technique de l'acquis de variation. Donc c'est pas très très pertinent. Ça l'est plus pour le PIB, ça l'est plus pour une variable de flux, d'accord ? Donc ici, c'est une variable de stock. Moi, je dis, mais j'ai fait exprès peut-être. C'est juste pour vous dire, c'est pas très pertinent. D'accord ? Encore une fois, si vous êtes le gouvernement et que vous communiquez de cette manière-là, si vous voyez que le chômage baisse, au cours des premiers trimestres, vous allez dire « Ah, il y a une tendance à la baisse, on va avoir une moindre augmentation du chômage annuel. » Si vous voyez que le taux de chômage augmente, si vous commencez à figer, les gens vont vous dire « Mais attendez, mais qu'est-ce qui vous fait penser que le taux de chômage ne va pas continuer à augmenter au cours des prochains trimestres ?» D'accord ? Donc évidemment, la technique de l'acquis de variation, elle n'est pas très bonne. Pour le PIB, elle me semble plus pertinente. Parce que pour le PIB, vous prenez la dernière truc connu, et donc ça vous donne un peu l'augmentation, vous ne tenez pas compte de ce qui s'est passé au trimestre précédent. Voilà. Donc, comment on va faire ? On ne connaît pas le demandeur d'emploi. Cet acquis de variation constitue une estimation pertinente de la variation annuelle de la variable en 2014. Donc la technique qui consisterait à faire le taux de variation, ça consisterait à dire que la variation annuelle du chômage, d'accord, vous l'attendez comme ça. Vous figez, vous faites comme si, d'accord, ça serait la variation annuelle attendue du taux de chômage par cette technique. Puisque vous faites comme si, en fait, rien ne se passe entre le 30 juin, ça ne baisse pas, ça n'augmente pas, etc. Donc on a calculé ici la variation annuelle de la variable attendue, puisque attendue avec un E, puisque on ne connaît pas la dernière valeur. Est-ce que c'est pertinent ? Bah moi je dis non, c'est pas très pertinent, parce que en fait, faire ça, c'est faire fi, c'est faire comme si on n'observait pas une augmentation du chômage. Faire ça, ça revient en fait à prendre, ça revient, cette taux de variation annuelle, en fait, vous voyez que c'est un peu gênant. C'est la variation cumulée sur les 2 premiers semestres. Donc, ça, c'est la variation, en fait, c'est comme si vous compariez faire ça, c'est, vous voyez, c'est juste comparer, d'accord, le chômage au 31 décembre au chômage au 30 juin. C'est exactement, c'est comme la variation semestrielle du chômage entre le 1-1-14 et le 36-12. C'est comme si ça n'allait... 14. C'est comme si ça n'allait pas augmenter ensuite. D'accord ? C'est ça que j'ai fait, puisque, voilà, je vais comparer 5043, dernière donnée connue, à 4906. Et si je n'augmente plus, c'est comme si je prenais la variation semestrielle, mais que je ne l'analyserais même pas, je la prendrais sur un semestre et je dirais, bah ça c'est ma variation annuelle. Donc évidemment, ce n'est pas la bonne manière de faire. Suggérer une estimation plus convaincante. Bah, une estimation plus convaincante, ça serait de prendre la variation semestrielle, d'accord ? Donc, celle qui va de 4906 à 5043,2, et de l'annualiser.
de la prendre en rythme annuel. Ok? Vous voyez que du 1er décembre, 31 décembre jusqu'au 30 juin, c'est passé de 4906 à 5043,2. D'accord? Donc au lieu de dire que plus rien va ne se passer après, que ça va plus augmenter, ce que je peux peut-être me dire, c'est que ça va augmenter de la même manière. Et dans ce cas-là, ce que je peux prendre comme estimation, c'est prendre 1 plus la variation semestrielle et l'annualiser. Et annualiser une variation semestrielle, c'est la mettre au carré. Donc si je fais ça, d'accord, là la variation semestrielle, vous pouvez la calculer, moi j'ai trouvé qu'elle était de 2,80%, d'accord. Donc ça c'est bien la hausse qu'il y a entre 4906 et 5043, ça fait 2,80%. Si vous faites la technique avec l'acquis de variation, vous allez dire ça fait aussi 2,80% sur l'année, comme si ça n'allait pas bouger ensuite, d'accord. Et une manière plus pertinente de faire, ça serait de dire, bah, en fait, si ça a augmenté entre le 1er janvier et le 30 juin de 2,80%, on peut penser que cette tendance va continuer, d'accord. Ça va encore continuer à augmenter de 2,80%. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre 1,0280, le mettre au carré, d'accord. Et évidemment, ceci n'est pas très éloigné de 1,056, et donc vous en concluez que une estimation plus convaincante, ça serait simplement d'annualiser la variation semestrielle. Et comme dans un an, il y a 2 semestres, pour annualiser la variation semestrielle, il suffit de le mettre au carré, d'accord? Ici au carré. Au carré. Ok? Donc, ici, s'agissant d'une variable de stock, ça serait plus pertinent de faire ça pour déterminer une forme d'estimation. Si la tendance se poursuit, la tendance observée au cours du dernier semestre se poursuit au cours du 2e semestre de l'année, on aboutira à 5,6% d'augmentation sur l'année du nombre de chômage. D'accord? Évidemment. Donc la technique de l'acquis de variation, qui consiste à figer ici à la dernière observation connue, n'est pas une technique qui est très pertinente, s'agissant d'une variable de stock. D'accord? S'agissant d'une variable de stock. On a plutôt envie de prolonger la tendance qu'on a observée, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Si ça avait baissé, on aurait eu aussi envie de dire, bah, ça a baissé. Et donc on veut prolonger cette tendance à la baisse, tout simplement. Ok? Bon, on se lance dans le partiel l'année dernière. Alors ça vous montre, ce qui est pas mal, c'est que vous faire un peu de partiel l'année dernière, ça vous montre aussi, et moi vraiment c'est un conseil que je vous... Vous voyez bien que les exercices qu'on fait là, c'est des exercices qu'on n'a pas mis sous forme de QCM. Alors que là, on vous propose l'exercice C du partiel, et donc ça vous montre un peu ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. Et aussi, en fait, vous allez vous rendre compte que les exercices qu'on vous propose, c'est juste des exercices qui sont mis sous forme de QCM. On est d'accord? Donc les questions ne sont pas indépendantes les unes des autres. Donc typiquement, voilà, ici on nous donne le tableau, un tableau Excel, donc c'est une photo Excel, avec l'évolution du PIB réel trimestriel du 3e trimestre 2015 au 3e trimestre 2018. D'accord? Donc on est OK que quand on dit taux de variation du PIB trimestriel, là, qui vaut 0,54%, donc il est en pourcent, donc il faut regarder aussi, faire attention à ça, hein. On ne l'a pas mis en format pourcent en Excel. C'est 0,54, ça veut dire que en 2015-4, entre le 30 septembre T3, entre le 30 septembre T4 et le 30 décembre T4, le 31 décembre T4, ça a augmenté de 0,54. Et comme on a mis taux de variation du PIB trimestriel, d'accord, ce taux de variation du PIB trimestriel, il n'est pas annualisé. Il est calculé par rapport à la donnée précédente. Il n'est pas annualisé, sinon ça aurait été marqué, taux de variation annualisé. D'accord? Première question, donc on a tous ces données, d'accord, donc pour tous les trimestres, pendant un certain nombre d'années. On s'intéresse à l'indice du PIB trimestriel allemand base 100 au T4 2015. Donc on est ce qui a été produit entre le 1er octobre 2014 et le 2015 et le 30 décembre, 31 décembre 2015. Et ça, on dit que c'est 100, d'accord? C'est la base 100. Donc c'est comme ça, hein. C'est IT, T15, T4. Quelle formule doit-on entrer dans la cellule C3, c'est-à-dire dans cette cellule-là, puis recopier à droite? Donc cette formule doit être recopiée tout le long ici, d'accord, pour obtenir cette série d'indices. Donc,
on doit rentrer une formule qui est quoi? Qui est un truc égal, donc c'est égal, c'est une formule, et on a trois possibilités. Dans ce type de QCM, il n'y a toujours qu'une seule réponse qui est bonne, ou il y a une réponse qui est plus juste que les autres, quand c'est ambigu. Mais il n'y en a pas deux, d'accord? Donc, n'oubliez pas, il y a des points négatifs. Donc, si vous répondez au hasard, vous attirez les foudres du point négatif, éventuellement. Si vous avez la chance, vous pouvez tomber sur la bonne alternative sur les trois, d'accord? Donc, c'est pour ça que, vous voyez ici, quand ça vaut un demi-point, ça aussi c'est la règle du jeu, la bonne réponse vaut un demi-point et les mauvaises réponses valent moins un quart. De sorte que si vous le faites au hasard, vous avez une chance sur trois de tomber sur la bonne case. Donc c'est normal de mettre un demi, moins un quart, moins un quart. Comme ça, en espérance, vous avez 0. D'accord? Vous pouvez avoir de la chance ou de la malchance. Dans ce cas-là, vous allez faire des points négatifs. On y va. Donc, premier truc, on nous dit, on va regarder les alternatives. Dollar B3 multiplié par 1 plus C2. Attention. Dollar B3 multiplié par 1 plus C2. Donc, on apprécie le dollar devant le B, puisque ce qu'on veut, c'est calculer par rapport à l'indice précédent. Et on veut le recopier. Donc, on prend la case précédente et on la multiplie par quoi? Si ça a augmenté en 2016 au T1 de 0,91%, d'accord, il faut bien tenir compte de l'augmentation qu'il y a entre le 1er janvier, comparer le PIB du T4 2015 au PIB du T1 2016. Donc il faut bien tenir compte, effectivement, de la case 1 plus C2. D'accord? 1 plus C2. Donc ici, c'est bien, effectivement, 1 plus C2, puisque 1 plus C2, c'est bien 1 plus la variation du C2. Sauf que de manière un peu subtile, vous voyez que ici, la taux de variation du PIB trimestriel, il n'est pas exprimé en pourcentage. Donc en fait, il faudra diviser par 100. Vous voyez, des fois, c'est un peu tordu quand même. Hein. Donc c'est pour ça que cette première réponse ne va pas fonctionner, parce que si vous le faites uniquement en faisant 1 plus C2 et que vous le rentrez dans Excel, ça va vous mettre 1,91. D'accord? Donc évidemment, ça ne marche pas. Il faudrait diviser 0,91 par 100 pour que ce soit exprimé en pourcentage. D'accord? Donc celle-là ne va pas fonctionner à cause de ça. Celle-ci, vous voyez, elle vous calcule. On doit calculer par rapport à T15, T4, d'accord? Et donc, celle-ci, elle va vous le calculer, elle va prendre B3 multiplié par, donc B3 100 multiplié par 1 plus C2 divisé par 100. Si vous la rentrez là, ça va être juste. Le problème, c'est que celle-ci, si vous cherchez à la recopier, comme vous cherchez un indice bas 100 T4, si vous la recopiez, vous n'allez pas calculer l'indice bas 100 T4. Vous allez calculer l'indice bas 100 trimestre précédent. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de dollar à côté devant le B. Il n'y a pas de dollar devant le B. D'accord? Donc la première, elle est fausse parce que vous avez oublié de diviser C2 par 100. La deuxième, elle est fausse parce que vous avez oublié de mettre un dollar devant le B. Et pourtant, vous voulez figer sur l'indice qui est T15, 4. Donc vous oubliez de faire le dollar. Donc si vous faites cette formule, vous allez calculer un indice base 100. Ça, c'est indice base 100 trimestre précédent. Et c'est donc c'est pas base 100 T4 2015. D'accord? Donc ça, c'est faux. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. Aucune de ces deux réponses n'est correcte. Ce qu'il fallait rentrer, c'était la réponse c'était ça la réponse. D'accord? Et donc, c'était pas une des alternatives qu'on nous proposait. Là, j'ai bien mis le dollar devant et j'ai bien divisé par 100. Bon, on a vite fait de perdre un point, même si de perdre un petit point, même si on a compris la question, mais on n'a pas été assez rigoureux. Vous voyez, c'est ça le problème du QCM. C'est que des fois, c'est un peu subtil. Bon, alors, si vous êtes bon, vous n'allez pas vous planter tout le temps. Oui. Pourquoi c'est pas la A? Parce que ici, c'est inscrit, c'est 0,91. D'accord? Et 0,91, le taux de croissance, c'est 0,91 divisé par 100. Parce que c'est 0,91%. S'il y avait eu un pourcentage, 0,91%,
la réponse A aurait été la bonne. Oui. D'accord, mademoiselle. Mais si vous êtes habitué à utiliser Excel, c'est une question Excel, vous avez vu que quand on met un format pourcentage sur Excel, le pourcent, ça l'inscrit dans la case. Vous vous rappelez, je l'ai fait plusieurs fois. Ok? Donc, effectivement, ça demande un peu de métier sur Excel. C'est une question un peu subtile, d'accord? Enfin, subtile, d'une certaine manière. D'accord? Donc, effectivement, vous pourriez me dire, bah oui, c'est vrai que c'est pas très sympa. Vous pouvez vous tromper une fois à l'examen, vous n'êtes pas obligé d'avoir 20, hein, d'accord? D'ailleurs, il était noté sur 24 l'examen. Vous pouvez vous tromper une fois. Si vous vous trompez à toutes les questions, c'est que vous avez un problème. Mais après, voilà, il peut y avoir des petits pièges. Donc dans ce cas-là, vous voyez, si vous avez fait ça, vous avez un demi. Mais attention, les autres questions valent moins un quart et moins un quart. On est d'accord? Ok. Question suivante. Ok, alors cet indice vaut 101,35 au T2 2016 selon Gaspard et 148 au T4 2016 selon Melchior. D'accord? Alors, voilà, ce que nous dit Gaspard, on regarde les données et il faut essayer aussi de faire le moins de calculs possible. D'accord? Donc, essayer de répondre le plus intelligemment possible aux questions, ou avec le plus d'économie possible. Il nous dit c'est le T2 2016, c'est là, hein, d'accord? Donc, Gaspard nous dit c'est 101,35 au T2 2016. Ça a augmenté de 0,91% et de 0,44%. Est-ce que ça vous semble crédible? Sans même faire le calcul. Vous voyez que c'est une augmentation de 0,91% et de 0,44%. On n'aime pas additionner les pourcentages, mais vous savez que quand vous additionnez les pourcentages, c'est approximativement juste. Comme par hasard, si vous additionnez 0,91 et 0,44, vous arrivez à 1,35. C'est-à-dire exactement un indice de 101,35. Donc je pense que Gaspard, il a certainement raison. Melchior, il dit qu'au T4 2016, c'est 148. 100,48. Alors lui, Melchior, il est un peu dans les décors. Parce qu'il nous explique que ça aura augmenté de 0,48%, d'accord, au total, sur les 4 trimestres, sur cette durée-là, alors que ça a augmenté de 0,54, 0,91, 0,44, 0,17, etc. Donc on voit bien que Melchior, c'est même pas la peine de le calculer, il se trompe, d'accord? Vous pouvez pas avoir quelque chose qui augmente de 0,54, puis de 0,91, puis de 0,44, puis de 0,17, non, de 0,91, de 0,44, de 0,17 et 0,39, et qui au total a augmenté uniquement de 0,48. Donc il est évident que Melchior, il a tort, d'accord? Donc Melchior, il se trompe. Ok? Alors que Gaspard a certainement raison. Selon Balthazar, l'indice a augmenté de 1%, il y en a un troisième, entre T1 2016 et T4 2016. Alors lui, par contre, il nous dit que ça a augmenté de 1% entre T1 2016 et T4 2016. Donc, il nous fait un espèce de cumul de tout ça. Est-ce que Balthazar a raison? À votre avis? Il nous dit que ça a augmenté de 1% entre T1 2016 et T4 2016. Comment il peut arriver à cette conclusion? Quand il dit que ça a augmenté de 1% entre T1 2016 et T4 2016, moi j'en déduis qu'il nous dit que ça a augmenté de 1% entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Et vous voyez déjà, ça a augmenté de... Si vous regardez, c'est quoi cette variation? C'est la variation que vous avez, c'est 0,44 plus 0,17 plus 0,39. Ça fait combien ça? Ça fait 0,61 plus 0,39. Ça fait presque 1%. Donc qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit l'indice a augmenté de 1% entre T1 2016 et T4 2016? Ici, il faudrait calculer l'indice. Il vaut 100,91. D'accord? Et l'indice, ici, il vaut une certaine valeur. Mais vous voyez qu'entre T1 2016 et T4 2016, pris strictement, il n'y a que 3 variations. C'est subtil. D'accord? L'indice valait 100,91 au T1 2016
C'est-à-dire, c'est ce qu'on a produit au premier trimestre de l'année 2016. Et on veut comparer ça à ce qu'on a produit au premier trimestre, au dernier trimestre de l'année 2016. D'accord? Et donc, les augmentations qu'on a eues, c'est 0,44, 0,17 et 0,39. C'est ça, les trois augmentations qu'on a eues. Bah, si vous regardez ces augmentations, 0,44% plus 0,17%, ça vous fait à peu près 0,61%, plus 0,39%, ça fait exactement 1%. D'accord? Donc, c'est aussi une question piège. Il n'a pas été très bien réussi, hein, l'examen. Parce que, en fait, quand on dit l'indice a augmenté de 1% entre T1 2016 et T4 2016, il ne faut pas regarder ce qui s'est passé par rapport au T4 2015. Il faut regarder ce qui se passe entre le T1 2016 et le T4 2016. Il n'y a que 3 variations. Et effectivement, ces 3 variations, c'est 0,44%, 0,17% et 0,39%, ce qui nous fait à peu près 1%. D'accord? Donc sans même avoir sorti la calculatrice, on sait que Balthazar a raison. D'accord? L'un a raison, les deux autres se trompent, c'est non. L'un se trompe, les deux autres ont raison. Donc on voit bien que Gaspard et Balthazar ont raison. D'accord? Et pour Balthazar, c'est pas évident parce que ce qu'on nous demande, c'est l'indice à augmenter, c'est ça. On doit calculer l'indice du T4 2016 divisé par l'indice du T1 2016. Chacun de ces indices étant pris en référence au T4 2015. D'accord? C'est un peu tordu. Ok? Et si vous faites ce calcul-là, moins 1, c'est la réponse de Balthazar. Et c'est effectivement à peu près égal à 1%. D'accord? Donc, c'est cette réponse-là qui est juste. Ok? Pas facile la deuxième. Hein. Surtout, ni A ni B n'est correct. Question suivante. En espérant qu'elle soit plus facile, parce que là, vous commencez mal l'exercice. Il est compliqué dès le début. Que permet d'obtenir la formule 100 fois J3 fois F3? Une formule Excel. Donc, 100 fois J3 divisé par F3. Donc, je mets J3 divisé par F3. D'accord? Donc, ici, on va prendre quoi? Cette formule, c'est quoi? C'est simplement l'indice 17T4 divisé par l'indice 16T4. Les deux étant pris en base 100 T4. Le tout multiplié par 100. C'est quoi ça? C'est simplement un changement de base. Vous voyez que les deux indices qui sont divisés sont tous les deux pris en base 100 15 T4, d'accord? Et donc en divisant deux indices qui sont inscrits dans la même base, vous obtenez un indice qui est juste l'indice 17 T4, base 100, 16 T4, d'accord? Donc réponse, le taux de variation, ça ne peut pas être un taux de variation puisque c'est une division d'indices. Donc c'est pas un taux de variation. Taux de variation, c'est toujours pas un taux de variation, c'est un indice qu'on calcule. Donc ça peut être ça. L'indice du PIB trimestriel allemand au T4 2017, base 100, T4 2016. C'est exactement ce que je voulais. D'accord? Donc la bonne réponse, c'est C. OK? Donc, aucune des réponses c'est correcte. C'est C. OK? Donc voilà. Je continue, on en fait encore une pour la route parce qu'on en a 8. Hein. On s'intéresse maintenant, je ne le referai pas après, hein, donc c'est-à-dire la prochaine fois on commence la fiche numéro 2. Hein. On s'intéresse maintenant au taux de variation trimestriel moyen du PIB allemand arrondi à 1 décimal de pourcentage. Le taux de variation trimestriel moyen du PIB allemand arrondi à 1 décimal de pourcentage. Selon ce tome, ce taux est de 0,7% entre T4 2016 et T4 2017. Selon Géry, il est de 0,2% entre T4 2017 et T3 2018. Donc Tom, il compare, d'accord,
il compare, il calcule un taux de variation trimestriel moyen du PIB allemand entre T4 2016, donc T4 2016 c'est où? C'est là, d'accord? T4 2016 et T4 2017, d'accord? Et l'autre, Géry, lui, il compare T4 2018 à T3 2010. Il compare ça et ça. Donc là, fait la moyenne de ça, et l'autre fait la moyenne de tout ça. D'accord? Alors comment on calcule des variations de ce genre-là? Géry, il va de T4 2017 à T3 2018. OK? Et il trouve 0,2. Il trouve 0,2. Ce que fait Géry, ou ce que devrait faire Géry, c'est qu'il devrait faire des taux de variation moyens. Encore une fois, comme le taux est proche de 0, on peut faire comme si ces taux de variation moyens étaient des moyennes arithmétiques, c'est à peu près juste. On peut essayer de regarder si le résultat qu'il trouve est stupide ou pas. Si son résultat est à peu près juste, c'est ce qu'on a fait précédemment, ben on le prendra. Donc, ce qu'il calcule, c'est 0,53 plus 0,36 plus 0,45 moins 0,2 divisé par 4. D'accord? Donc, comme ça, rapidement fait, ça nous fait du 0,89 plus du 0,45, ça fait du 1,36. 1,36 moins 0,2, ça fait du 1,16 divisé par 4. D'accord? 1,16 divisé par 4, ça ferait plutôt du 16 divisé par 4, du 0,29%. D'accord? Donc c'est un peu bizarre ce qu'il fait Géry là, d'accord? Bon, alors Tom, qu'est-ce qu'il fait Tom? Tom, lui, il devrait prendre 0,39 additionné à 1,11 additionné à 0,55. Donc lui, il fait entre T4 2016 et T4 2017, additionné à 0,58, additionné à 0,53, et divisé par 5. Ça fait combien ça? Ça fait 1,5, 2,05, 2,63, 2,63, 3,16. « 3,7 divisé par 5, ça fait à peu près combien? Je ne me suis pas trompé. Ça fait 0,632. On ne s'est pas trompé, hein? Ça fait 1,5. Ok. Donc, est-ce que c'est égal à 0,7? La réponse, c'est non, d'accord? La réponse, c'est non. Et donc, les deux se trompent. C'est trop éloigné. Bon. Subtilité en 1 minute. Quand je vais checker le partiel, oui, allez-y. Comment? Parlez plus fort. Aucun des deux, oui. Subtilité de cet exercice. Cette question. Franchement, j'ai pas fait assez attention. Je crois qu'au départ, c'était moi qui avais fait l'exercice et puis après, on a modifié les questions que j'ai posées. Et j'ai pas assez vérifié ce que les gens ont modifié. C'est un peu ambigu, en fait. Parce que si vous réfléchissez bien, regardez, vous vous dites, on s'intéresse au taux de variation trimestrielle moyen du PIB allemand. T4 2016 et T4 2017. C'est entre là et là. Mais, vous pourriez me dire, mais attendez, pourquoi vous avez pris 5 variations? Est-ce que vous n'auriez pas dû prendre 4 variations? Parce que la première, 0,39 ici, elle compare le T4 2016 au T3 2016. Donc c'est pas une variation qui a lieu entre le T4 2016 et le T4 2017. Donc vous pourriez me dire, mais non, en fait Tom, vous racontez n'importe quoi. Ce qu'il faut calculer pour Tom, c'est pas ça.
il faut prendre 1,11, 0,55, 0,58 et 0,53. Il ne faut pas le diviser par 5, il faut le diviser par 4. Et combien vous trouvez? Ça fait 1,11, ça fait 1,66 plus 0,58, ça fait combien? 1,66 plus 0,58. Combien? Ça fait 2,24 au total? 2,24 au total. D'accord? Ça fait 2,24. Non mais donnez-moi le total. 2,77. Divisez-le par 4. Ça fait 0,69. Et là, vous dites, mais non, attendez, monsieur Glachan. Tom, il a raison. De la même manière, faisons la même chose pour Géry. Vous dire, mais Géry, ok, c'est pareil. Pourquoi vous avez pris 4 variations? Il n'y en a que 3. La première, on n'en tient pas compte. 0,36 plus 0,45 moins 0,20. Et il ne faut pas le diviser par 4, il faut le diviser par 2. Par 3. Et là, vous trouvez combien? Ça fait 0,91 moins 0,20. 0,36, ça fait 0,91, d'accord? Moins 0,20. Ça fait donc du 0,71 divisé par 3. 0,71 divisé par 3, ça fait 0,24. D'accord? 0,24. Bon, là pour le coup, on peut peut-être penser que Géry a tort. Parce que 0,24, c'est pas 0,2. D'accord? Donc peut-être que la bonne réponse, c'est ça. Et donc, face à la subtilité de cette question, le jour de l'examen, j'ai dit à ma collègue, après avoir fait le truc, j'ai dit on va accepter les 2 réponses. C'est pas bien, parce que finalement, ça veut dire que la question n'était peut-être pas suffisamment bien posée. Ça, c'est la difficulté du QCM quelquefois. Ok, au revoir.